C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi d'être en direct sur la chaîne L'équipe, un gros programme aujourd'hui. On reviendra en long, en large et en travers sur la deuxième journée de Ligue 1, le match nul de l'Olympique de Marseille face à Bordeaux, la présentation XXL des stars parisiennes, la débâcle de l'Olympique lyonnais et puis une équipe qui enchante notre championnat. On aura l'immense privilège d'avoir Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont, avec nous. Un très beau programme. Avant de vous présenter le président du soir et les chroniqueurs, un sondage, le sondage du jour qui, à mon avis, va vous faire réagir. C'est Angel Di Maria qui a allumé la mèche. C'est un débat qui enflamme toujours le monde du football. Messi-Ronaldo, il a affirmé ceci: Messi, c'est beaucoup mieux que Ronaldo. Pour voter, c'est très simple. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, @l'équipe du soir, et vous votez. Je le disais, un gros menu, donc forcément un casting de rêve. Ce soir, le président n'est pas n'importe quel président, puisque c'est le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan. Ce qui n'est pas rien. Et ravi d'être à tes côtés pour ta grande première à l'équipe du soir. Je vais mettre ça sur mon CV. Ça va m'ouvrir des portes et je suis ravi, Giovanni. Je sais que tout va très bien se passer. Merci Didier, c'est très gentil. Tu as toute ma confiance. Un chroniqueur nouveau dans l'équipe du soir, mais vraiment un nom recherché. Le joueur de Ligue 2 de l'équipe du soir, Pierre Boubé. J'ai l'impression que mon CV a été un peu bâclé, mais bon. C'est formidable. Comment allez-vous, Pierre? Ça va très bien, très bien. Parce que ça, c'est la musique de la Ligue 2. Exactement, c'est la musique d'entrée des joueurs. Ok. Je sais pas. Tu regardes pas. Il dit, regarde pas le Ben non, faut pas m'en vouloir. C'est diffusé pas... sur la chaîne. Ah oui, alors je vais regarder. C'est pas grave, mon cher. Non, mais de temps en temps, je vois des bouts de match où je prends en cours, mais pas au début quand même. Oui. Je suis pas maso non plus. Oh là. Ça va, je plaisante. Passons. On peut rigoler. Mais bien sûr qu'on peut rigoler. J'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie. Elle n'est pas un peu ringarde cette musique d'ailleurs? Non, mais alors vas-y, tu viens d'arriver. Oui. Merci Didier. J'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie. Le Parisien de l'équipe du soir, Dominique Sévrac. Il vaut mieux l'avoir en journal. J'ai un autre surnom, Giovanni, c'est l'ordure de l'équipe du soir. Et moi, contrairement à Didier, je ferai tout pour vous saccager l'émission. Vous allez me pourrir? Oui, je ferai tout. C'est vrai? Pas du tout de bienveillance, je suis pas sympa du tout. D'accord. Mais c'est pas vrai parce que vous êtes un homme très gentil, Dominique Sévrac. On le sait tous. Non, c'est une ordure, il vient de Mais non, il est très gentil, Dominique. Un personnage aussi de l'équipe du soir dont le jingle ne m'inspire pas du tout. Le monégasque, Eric Huette. Bonsoir, surtout qu'en ce moment, c'est pas du tout un ouragan, c'est plutôt une brise. Sûrement. Ça va, Lorient? Et enfin, pour finir, mon chouchou, mon petit préféré, le professeur de l'équipe du soir, Dave Apadou. Oui, je me fasse casser la figure par les copains. Oui, ça me ferait plaisir. Oui, ça me ferait plaisir. Giovanni. Très bien, merci beaucoup. Avant d'attaquer la première thématique et le thème sur l'Olympique de Marseille, on va présenter quelqu'un qui vous veut du bien. C'est Leroy Cabella, puisque il vous offre des cadeaux et il vous donne des infos. Bonsoir Leroy. Bonsoir Giovanni, et on vous gâte encore une fois ce soir avec le maillot du Nîmes Olympique à retrouver sur les réseaux sociaux. On retweet, on follow pour essayer de le gagner, et le gagnant en fin d'émission. Merci Leroy. L'Olympique de Marseille, vous l'avez vécu hier, c'était le match en clôture de la deuxième journée de Ligue 1, a fait match nul 2-2 au stade Vélodrome, un Vélodrome vraiment magnifique, hein. C'était le retour du public au Vélodrome, c'était superbe, mais un match un petit peu particulier. Avant de débattre sur la prestation de l'Olympique de Marseille, on va revoir les images du match avec vous Leroy. Oui, l'OM tenu en échec pour ses retrouvailles avec... Oui, ça sera une perte importante hein, pour l'Olympique de Marseille. Avant de vous donner la parole, messieurs, on va écouter Jorge Sampaoli qui demande de la patience avec son effectif. On aurait aimé offrir une victoire aux supporters. Malheureusement, on n'a pas pu. Il faut rappeler qu'on a un groupe jeune. Il n'est pas totalement fini. Il faudra du temps pour trouver nos marques. Ils ont beaucoup tenté, ils ont été courageux. Ils ont eu un manque de précision, mais c'est le football. On a payé cash les 20 premières minutes de la seconde période. C'est quand même assez amusant que Jorge Sampaoli demande de la patience. Il y a quand même quelque chose d'ironique là-dedans. Alors la question, on sent qu'il est très patient. Oui, on sent qu'il est très calme, très apaisé. Prenez votre temps, tout va bien. Tout va bien, exactement. La question, messieurs, elle est très simple parce que c'est un match particulier pour l'OM. Ils mènent 2-0, ils sont rejoints 2-2 en seconde période. Est-ce que cette prestation vous inquiète pour l'avenir de la saison de l'Olympique de Marseille? Qui veut commencer? Moi pas. Pas du tout, pourquoi Dave? Déjà, égoïstement, j'ai l'impression que de toute façon, c'est un petit peu fidèle à ce qu'on imaginait de l'OM à l'arrivée de Sampaoli. C'est-à-dire qu'avec cette équipe, il va se passer plein de choses. Tu vas jamais t'ennuyer.
Et évidemment que tu n'auras jamais des gestions de pères de famille tranquille avec 2-0, machin, on ferme. Ce ne sera pas ça, cet OM-là. Et effectivement, ce n'est pas ça. Il y a eu ce match un peu fou contre Montpellier. Là, ce match où, pareil, ils mènent 2-0, tu te dis c'est fini. Et franchement, je pense qu'on s'est tous dit qu'ils étaient partis pour mettre une raclée à Bordeaux, franchement. Et puis voilà, comme c'est une équipe qui ne sait pas bien fermer, qui ne sait pas bien maîtriser dans ses temps faibles. Donc voilà, égoïstement, je parle d'un point de vue spectacle, ça ne me déçoit pas parce que je sens qu'il va se passer des choses. Mais question de savoir si cet équilibre-là, parce que tu es mené 2-0 à Montpellier, tu remontes. Là, tu mènes 2-0 et tu es remonté. La question de savoir si cette équipe, tu vas le trouver un jour. Ou cette pareil rationnel, toi, tu penses que tu l'auras un peu tout le temps. Moi, je pense qu'il peut finir par trouver un équilibre. Il peut trouver à la fois et le système et les hommes pour, quand tu mènes 2-0 à domicile, bon, éventuellement tu gagnes 2-1, mais que tu ne te fasses pas. Parce que là franchement, 3 points et 1 point, c'est pas du tout pareil. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il va trouver cet équilibre. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je trouve qu'on s'est particulièrement ennuyé dans le jeu de l'OM. Et notamment en première mi-temps, où il marque 2 buts. Où il y a des erreurs terribles, quoi. Je veux dire, le premier, tu amènes ça, il dort pour coulisser sur Under. Bon, après, c'est bien ce que font de la Fuente et l'appel du Brésilien Gerson, tout ça et tout. Mais en soi, tu vois, tu le vois pas arriver, ce but. Ça tourne en rond, tu vois pas Payet, ça manque d'imagination, de création, pardon. Il y a un péno non sifflé. Un ou deux d'ailleurs. Au moins un. Peut-être le premier, pas le deuxième. On rappelle, il n'y a pas le deuxième. Mais même s'il y a le pédo pas sifflé, il n'y a pas grand-chose. Mais tu veux déjà tout. Tu veux le jeu. Non, je ne dis pas que je veux tout. Je dis que Dave dit... Il se passe des choses. Non, autant à Montpellier, il s'est passé des choses. Non, mais moi, je trouve qu'on s'est ennuyé. Et en deuxième mi-temps, ils sont repartis sur les mêmes bases. On s'est tout à fait ennuyé. Mais c'est autre chose. Est-ce qu'on va s'ennuyer avec l'OM ou est-ce qu'un jour ils vont résoudre leurs problèmes? C'est deux débats différents. Mais pour moi, c'est le même parce que ça laisse entendre, ça rappelle peut-être un peu bien ça. Où là, pour le coup, tu t'ennuyais pas dans le jeu. Il se passait des tas de choses. Pour les gens qui n'ont pas vu le match, si tu veux. Il faut bien comprendre qu'il ne s'est pas passé grand-chose. C'était pas un grand OM séduisant. Voilà. Attention, sur les 2 premières journées, rapidement, sur les 2 premières journées, l'OM de Bielsa, c'est pas fou. Hein. Sur les 2 premières journées. Mais juste messieurs, par rapport à ça, par rapport aux comparaisons avec Marcelo Bielsa, on rappelle. On y pense un petit peu, comme il est argentin. Sampaoli est arrivé depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'il a eu 6 mois de plus. On n'est pas au début de l'ère Sampaoli. Le 3 Bastia inaugural de Bielsa est pas mal. Tu as raison. Il a raison. 6 mois. Bonne remarque. Il faut aussi comprendre aussi que Bordeaux a bien joué aussi le coulisse. Tout ce qu'ils ont fait défensivement. Ils ont pris 0. Alors, ils n'étaient pas offensifs. Ils n'ont pas créé de problème à Marseille. Tu as raison. Mais par contre, ils ont toujours bien été en place. Ils ont toujours pris à 2 tous les mecs de couloir. Franchement, c'est ça qui a rendu Marseille ennuyeux. Mais après, sur la deuxième mi-temps, moi, ce que je ne comprends pas, c'est... en fait, tu dis justement qu'ils ne savent pas gérer leur temps faible. Mais c'est le problème de ce match-là. C'est qu'en fait, ils n'ont pas à avoir de temps faible. Moi, j'ai encore l'interview en tête de Guendouzi à la mi-temps qui dit qu'il va falloir qu'on maintienne le 2-0. Mais tu ne peux pas faire ça à l'OM. C'est pas possible. Je pense que le défaut qu'ils ont eu dans cette seconde mi-temps, c'est qu'ils auraient dû continuer d'attaquer, en fait. Et ils ont voulu gérer. Oui, mais attends, ils avaient quand même le ballon. Le but de Bordeaux, il arrive un peu de nulle part. C'est pas Bordeaux. Il arrive pas de nulle part, Didier. Il arrive d'une faute tactique. Oui. Non, mais ce que je veux dire, dans le jeu, Marseille, à ce moment-là, depuis un quart d'heure, puisqu'il arrive sensiblement au bout d'un quart d'heure de la deuxième mi-temps, ils avaient le ballon, ils n'étaient pas dangereux, comme dans la première mi-temps. Je suis d'accord avec toi que Bordeaux a bien défendu, hormis les 2 buts pour le coup, ils ont bien coulissé et tout. Mais moi, je peux te dire que la manière dont jouait l'OM, avec le cigare, et même des mecs de 38 ans, ils peuvent défendre comme ça. C'était intelligemment fait, mais je veux dire, il n'y avait jamais de raison d'être débordé. Il n'y avait pas de décalage qui était fait parce qu'il n'y avait pas un joueur ou quoi. Il n'y a que de la Fuente qui, de temps en temps, est-ce qu'en même temps, inconsciemment... Je veux dire, c'était facile. Ils l'ont bien fait, mais c'était facile. Eric, allez-y. Est-ce qu'inconsciemment aussi, les Marseillais ne sont pas dit à 2-0, le plus dur est fait? Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est possible. Mais ce que je veux dire, ils sont toujours... à tourner dans le même rythme. Ils ont un jeu, une tactique qui est très compliquée quand même. Parce que Guendouzi, il commence, il est un peu côté droit. Après, il est avançant. Gerson, il est côté gauche. Mais après, tu vois qu'il reste dans l'axe. Camara, finalement, il est arrière droit en deuxième mi-temps. Il y a des dépassements de fonction à tous les postes. Oui, mais alors tout ce que vous dites, on a l'impression qu'il n'y aurait pas de solution. C'est très complexe. Il n'y aurait pas de solution à tout ce que vous dites. On a l'impression que c'est figé. Parce que la question, c'est est-ce que c'est un nul inquiétant pour la suite de la saison? Tout ce que vous dites, ça se corrige. Mais alors, Dominique, ça va se corriger. Dominique, puisque vous... Ah oui, ça peut se corriger. Vous parliez des corrections que peut apporter Jorge Sampaoli. Vous, quel secteur de jeu vous améliorez à l'Olympique de Marseille? Quels sont les secteurs d'amélioration que vous voyez? Quand tu prends autant de buts, déjà, je pense qu'il y a un problème de maîtrise au milieu de terrain.
Oui. Donc je pense qu'il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Est-ce que c'est physique? Parce qu'on est aussi en pleine préparation. C'est-à-dire qu'on est au mois d'août. Vous êtes hyper sévère, quoi. Les équipes, elles se mettent en place. On pose la question, Dominique, c'est pas une question de sévérité. Pas toi, pas vous, mais les chroniqueurs, là. Non, mais attends, moi, l'OM, c'est notamment le premier d'entre eux. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. De ce que je vois. Je dis pas que l'avenir est sombre, bien au contraire. Et je pense qu'avec l'arrivée de Milik, déjà, tu vas avoir un vrai point de fixation parce qu'il est super de but. Tu vas avoir un buteur et ça va permettre à Payet de ne pas être entre deux chaises. D'ailleurs, Payet avait été bien meilleur à Montpellier. La différence, c'est quand Benedetto rentre. Il rentre à 0-2, Benedetto. Et ça change beaucoup de choses. Ah non, moi je suis pas. Mais Milik, c'est dans un mois. Milik, c'est dans un mois. Oui, malheureusement, c'est dans un mois. Mais c'est vrai que mais je pense que ça sera. Et si Benedetto s'en va, ils vont aussi le remplacer. Ils vont pas attendre que Milik soit rétabli. C'est vrai que le fait d'avoir un neuf peut faire du bien à Payet. Il y a un regard qui m'intéresse, Pierre, parce que vous êtes milieu de terrain. Enfin, vous avez été milieu de terrain de haut niveau. Et c'est vrai que les difficultés qu'évoquait dans le cœur du jeu Dominique, elles sont criantes. Qu'est-ce que vous pensez, Pierre, de Gerson et de Guendouzi, qui sont quand même très souvent très excentrés dans le cœur du jeu? Parce que simplement, ils n'ont pas de latéraux à la hauteur pour l'instant. Moi, c'est la clé du système Sampaoli. S'il n'a pas Lirola ou Was qui fait ce travail de Camara, justement, Camara sera repositionné dans l'axe s'il reste, et Gerson sera repositionné dans l'axe aussi. Il est là le problème, c'est qu'en fait, il y a des joueurs qui ne jouent pas leur poste parce qu'ils ont des défauts et des défaillances sur les côtés. Mais ce n'est pas une nouvelle, ils sont en train... Et c'est pas à l'entraîneur de s'adapter, justement? Il s'adapte avec ce qu'il a, donc il fait du bricolage avec ce qu'il a en stock. Mais moi, je suis convaincu que deux latéraux, et il a Amavi qui est sur le banc, pour l'instant, il ne va pas s'en servir, mais s'il prend un mec comme Lirola ou comme Was, franchement, son système, il va rouler. Paul Lirola, c'est en bonne voie. Je ne dis pas que tout va marcher. Ils ne vont pas gagner tous les matchs. Forcément, il y aura des moments où ils vont piocher physiquement, ça va être compliqué. Mais voilà, on va voir l'OM de la première mi-temps constamment. Et le déséquilibre fait partie de ce club et de ce système. Tu as cité un joueur qui, pour moi, vraiment est ultra important dans cet OM-là, c'est Camara. Oui, bien sûr. C'est Camara. Et quand tu dis, si Lirola intègre prochainement le 11, Camara va être recentré. Bien sûr. Et c'est là où je trouve il apporte toutes les qualités dont Marseille a besoin. Il a fait un match énorme. Moi, j'ai trouvé franchement qu'il avait. Oui, mais mais Gay, c'est pas possible que ce soit le premier relanceur, le regista, comme disent les Italiens, le gars qui est devant l'avance. C'est pas possible que ce soit Gay. Que ce soit un complément un petit peu en relayeur ou des choses comme ça, et au niveau de l'abattage. Mais il te fait que des passes sur le côté. Il te fait jamais. Je ne demande pas d'être Pirlo, si tu veux. Mais pardon. Physiquement, il prend de la place. Il a récupéré pas mal de ballons. Il prend de la place. Mais à un moment, si tu veux aller vite et si tu veux pas que les mecs ils soient là sur leur fauteuil dans leur rocking chair avec le cigare à coulisser comme tu le disais, ils l'ont bien fait, mais moi je te dis en rocking chair, il faut qu'à un moment les premières relances, si tu veux, et que quelqu'un soit capable de faire des passes de 35 mètres. Moi je pensais que Rongier, quand il était à Nantes et qu'il était devant la défense, assez bas, je pensais qu'il en aurait l'envergure, et peut-être qu'il l'a toujours. Parce qu'il était bon à ce poste à droite d'ailleurs, chaque fois qu'il a joué à la place de Camara. Oui, je pense que ça sera peut-être lui qui me paraît avoir un bagage technique. Moi je l'attendais davantage dans le cœur du jeu, Rongier, quand il est arrivé. C'est-à-dire donner à ce milieu une sorte d'alter ego en plus travailleur, avec plus de volume. En fait, qu'il a pas franchi. Voilà, moi je trouve qu'il est resté un peu, un joueur exactement, qui est un peu dans un sas comme ça, on sent que il peut être utile et en même temps il n'a pas complètement mais dans le système de Villas-Boas, tu vois, avec les deux devant. Oui, c'est vrai, mais on terminera. Moi, je trouve qu'il doit avoir mais si on terminera sur cette blague de Dominique Sévrac, y avait-il un système avec André Villas-Boas? On se retrouve juste après la pub. On parlera notamment de Kylian Mbappé et son avenir. A tout de suite sur la chaîne L'Équipe pour la suite de l'Équipe du soir. De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de l'Équipe du soir après avoir parlé de l'Olympique de Marseille. Messieurs, on va s'atteler à un autre dossier, un dossier important, celui de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a été un peu chatouillé par le Parc des Princes, même s'il a été excellent sur la pelouse. Il a d'ailleurs eu la meilleure note du Paris Saint-Germain dans le journal L'Équipe, la note de 8. Pour comprendre ce qui a amené les sifflets du Parc des Princes envers la star française, on va tout de suite retrouver Leroy Cabella qui nous explique un peu ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation, Leroy. Oui, alors ce feuilleton, il a commencé en juin dernier quand Kylian Mbappé a déclaré ceci à France Football. Je veux toutes les victoires possibles, je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur endroit pour moi? Je n'ai pas encore la réponse. Alors Nasser El Khelaifi, la réponse de Nasser El Khelaifi a pris du temps à venir, mais c'était mercredi lors de la présentation de Lionel Messi. Il n'y est pas allé par 4 chemins, écoutez. Kylian, il est très compétitif, il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il veut une compétitive équipe. Je pense maintenant on n'a pas
plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire quelque chose d'autre. Cette passe d'armes lui a valu des sifflets donc, au Parc des Princes. On va tout de suite voir cette séquence. Il faut expliquer que les sifflets, hein, c'était au moment de l'annonce des joueurs du Paris Saint-Germain. C'était pas pendant le match. Et après son très bon match, Kylian Mbappé s'est fait ovationner. Je vous propose de voir la séquence. Tout va très vite dans le football, c'est la magie de ce sport. Pas versatile. Exactement. Et tant mieux pour le jeune joueur français. Donc la question est toute simple. Hein. Est-ce que avec ces sifflets puis ces applaudissements, Kylian Mbappé a repris la main dans son bras de fer avec Nasser Khelaifi? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le premier duel de la soirée. Jingle. Il m'a répondu oui, c'est Eric Huette. Le monégasque, donc il connaît bien Kylian Mbappé. Il m'a répondu non, c'est Pierre Boubi qui prend la main. Peu importe. Peu importe. Eric, je t'en prie. Allez, Eric, à vous l'honneur. Vous avez répondu oui, Mbappé a repris la main. Oui, parce que ça fait plusieurs jours que j'attends qu'il s'exprime en répondant à Nasser. Et en fait, là, il a répondu, il s'est exprimé avec les pieds. Et je trouve qu'il a parfaitement répondu. Moi, ça me convient parfaitement. Son nom a été sifflé. Il a répondu également sur le terrain avec donc une application sur 3 buts. Moi, je trouve qu'il en faut beaucoup pour perturber Kylian Mbappé. On sait à quel point il est fort. Il nous l'a montré déjà depuis plusieurs années. Et tant qu'il portera le maillot du Paris Saint-Germain, il sera pleinement concerné. Et pour moi, le message qu'il a voulu faire passer, c'est tant que Neymar et Messi ne seront pas prêts, Paris ne pourra pas se passer de moi. Pierre? Pour moi, c'est non, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'il n'a jamais perdu la main. Il a toujours maîtrisé son. Non, mais il a toujours maîtrisé son truc. Il est irréprochable depuis quasiment 1 an et demi. Je pense que la saison dernière, c'est lui qui emmène le PSG sur la fin de saison. Il est dans son droit, c'est tout. Il lui reste 1 an de contrat. Je pense que si quelqu'un a un travail qu'il a envie de faire boulanger l'année d'après, personne ne va lui interdire. Là, c'est exactement pareil. Il a envie de dicter sa vie. C'est lui qui a son contrat. Il fait ce qu'il veut. Donc, à un moment donné, il a été irréprochable avec Paris. Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Pierre, je suis obligé. Pourquoi ? Parce que vous répondez non, mais c'était pas vraiment un duel. C'était pas vraiment une question. Bon, bien répondu. Mais bon, écoutez, donc c'était le premier duel que j'ai lancé qui n'était pas vraiment un duel. Président, c'est la règle. Je vais quand même vous demander d'arbitrer ce duel qui n'en était pas un. Ben oui, c'est pas facile. Je vais demander à mon ministre du PSG de trancher. Dominique. Mais non, mais je suis d'accord avec les deux, en fait. Oui, forcément, il n'y avait pas de duel. Non, j'aurais pu ne pas être d'accord avec Eric, mais effectivement... le bras de fer, ce qui me dérange, c'est est-ce qu'il a repris le dessus de son bras de fer. Mais si on voulait qu'il soit sifflé, on ne se serait pas mieux pris que de faire ce qu'a fait Nasser El Khelaifi. D'où la question. Que de conditionner un public pour qu'il siffle. Exactement. Parce que Pogba, il jouait ce week-end, il est en fin de contrat, il s'est fait siffler, lui. Pas du tout. De la Rouma. On en parlera d'ailleurs de Paul Pogba. Il est en fin de Pogba. contrat cette saison avec l'AC Milan, il s'est fait siffler. Oui, beaucoup. Alors là, pour le coup, c'est le mauvais exemple. Il sifflait tous les matchs Non, c'était vraiment violent. Il y a même eu les supporters tendaient des billets. Ne creusez pas, Dominique. Oui, mais il va pas sur le terrain. Ça n'a rien à voir avec le Milan. Mais Messi devait rester, Dominique. Je pense qu'on va arrêter votre intervention ici. Dave, on vous a Il a complètement raison sur le fait qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut. Bien sûr. Et on est en train de siffler sa liberté. C'est d'accord. hallucinant. Oui, mais c'est hallucinant. Alors, moi, on siffle les gens complètement qui d'accord choisissent, avec ça. Ça, on est d'accord. Qui ont envie d'avoir un destin et d'être maître de leur destin. On est d'accord. C'est ça qui est hallucinant. Donc il n'y avait pas à reprendre la main, ou il n'y avait pas est-ce qu'il a gagné son bras de fer. Lui, il fait rien du tout. Si ce n'est d'être maître de son destin. Dominique, le fait est qu'il y a un bras de fer, puisqu'il y a eu des premières déclarations de Mbappé. C'était pas dans une volonté de bras de fer, il explique sa position. Mais on est d'accord. Et vous avez un président qui dit il n'a pas d'autre choix désormais que de prolonger. Oui, donc il y avait un bras de fer. À 3 jours d'un match, qu'est-ce qu'il fait il pousse le peuple parisien à siffler, excusez-moi. Oui, mais attends, donc que ce soit provoqué par Mbappé ou pas. Non, mais c'est bien qu'il y avait une tension. Bon, vas-y, Didier. Non, en 2 secondes. Tout à l'heure, tu avais l'arbitrage. Je défends tout. Oui, là, on est passé sur autre chose. Je défends toujours Mbappé par rapport à ça. Mais c'est quoi son problème de Leonardo dans un premier temps, et puis finalement, c'est Nasser qui reprend le dossier, puisque si j'ai bien compris, on l'a un peu blackboulé, le directeur sportif du PSG. Le problème, c'est qu'ils veulent savoir. Ils veulent lui imposer de prolonger, ça tu peux pas. Mais ils veulent connaître sa position. Est-ce que tu es avec nous l'année prochaine, tu prolonges,
C'est la seule chose qu'on demande à Mbappé. Ou tu prolonges pas le truc. Alors Mbappé, je comprends, il est dans ses droits, machin. Mais il peut dire maintenant à Leonardo et à Nasser, on ne parle plus de chiffres, je vais au bout de mon contrat et après, je m'en vais. Et donc, le problème, il est réglé. Et c'est peut-être ça qu'on peut peut-être maintenant reprocher à Mbappé. C'est donne-nous ta position, quelle qu'elle soit, tu es dans ton droit. Ta position, oui, je suis avec le... Parce que tu comprends, c'est toujours facile de dire, Mbappé, alors il va... D'accord, mais c'est exactement ce que je disais la semaine dernière sur ce plateau, Giovanni, en disant que j'attendais qu'il s'exprime. Prenne la parole maintenant, pour justement parce dire que à tout le s'ils monde, ne s'expriment voilà, pas, ça veut dire qu'ils sont pour parler, ça veut dire qu'avec le papa et ses proches, ils discutent argent, on te propose ceci, on te propose ça. Parce que si... On ne parle pas d'argent. Ah bah non, ce sont des gens, ils ne parlent jamais d'argent. Non, mais l'argent, c'est pas important. D'accord, ok. Mais ce que je veux dire, maintenant, Mbappé, il faut juste qu'ils nous disent, et on sera d'accord dans tous les cas de figure, je vais jusqu'à bout de mon contrat et je m'en vais. Je vais prolonger parce que je veux continuer. Parce que là, à un moment, voilà. Et puis Dominique, voilà. tu peux pas faire semblant d'avoir une lecture que légaliste de cette histoire. Et Mbappé le premier le sait. Tu peux pas faire semblant de croire que médiatiquement, au niveau de la communication, dans le rapport aux supporters, il n'était pas dans une très bonne séquence, Mbappé, qu'on le veuille ou non. T'as suivi l'équipe de France comme ça, oui, mais bon, j'ai regardé le match aussi ce week-end. Hein. Non, alors donc c'est ce que je dis. Il n'était pas dans une bonne séquence. Mais là, contre Strasbourg, et c'est bon, mais il est là, écrasé. Continuez. Faites de l'ironie, moi je veux bien, mais en tout cas, le fait est que... il n'aime pas ça qu'on fasse de l'ironie. Non, je m'en fiche, faites-en, moi je m'en fiche. Faites-en, il s'en fout. Mais ce que je veux dire, t'as eu la main tout à l'heure, tu l'as reprise. Vas-y, mais non, j'explique aux gens. Ah, t'expliques aux gens. Ce que je veux dire, c'est que médiatiquement, là, en faisant quand même cette performance sous les yeux de Messi, sous les yeux de Neymar, où il a joué quand même 3 niveaux au-dessus de tout le monde, donc montrant qu'il n'est pas perturbé, montrant que ce PSG, il en reste l'homme fort, quoi qu'on en pense. C'est un petit peu ce qu'il a montré depuis à peu près janvier-février. Avec 3 semaines de prépa. Pardon ? Avec 3 semaines de prépa dans les jambes, donc c'était quasiment rien. Voilà, non mais on sait que c'est un joueur en norme, il le remonte, il n'est pas affecté. Médiatiquement et au niveau de la relation avec le public, là, il vient de nouveau de se positionner comme quelqu'un qui, en tout cas, quand il porte le maillot du PSG, il ne triche pas, il donne le maximum. Tu en doutais de ça ? Tu en doutais qu'il allait porter le Paris Saint-Germain sans Neymar et sans... Déjà, il le porte avec eux, mais tu en doutais que sans eux, il allait... à 3, il s'occupait de tout. Moi, j'en doutais pas, mais le fait est que le public, peut-être qu'il l'attendait un petit peu. Ah d'accord, donc tu penses qu'il siffle aussi un bon joueur, donc il siffle ce joueur. Qu'est-ce qu'il pense il siffle un joueur qui ne sait pas, qui tarde à se prononcer. C'est des gens qui pensent qu'il n'est pas aussi fort qu'il ne l'est. Non, c'est pas sur son niveau. On s'égare. Là, on parle. Oui. Je te dis juste que c'est bien de rappeler certaines choses qui sont évidentes et qu'on finit par oublier quand il y a une campagne de communication qui est ratée ou qui est un petit peu polluée par prolongera pas, il s'exprimera pas. On finit par oublier le joueur que c'est. Il l'a rappelé sur le terrain. Mais toi, ça te paraît évident. Je pense que pour certains membres du public, la preuve, les mêmes qui l'ont sifflé, certainement sont les mêmes qui l'ont applaudi. D'ailleurs, Dominique, vous étiez au Parc des Princes pour le Parisien. Est-ce que c'était vraiment très hostile envers Kylian Mbappé en avant-match ou on en a fait des caisses, c'était des petits sifflets? Parce que parfois, on sait que c'est un peu éparpillé dans le stade. C'était, on va dire, majoritairement des sifflets et une bronca la deuxième fois, parce qu'il y a eu d'abord par PSG TV, puis après par le speaker du stade. Donc on va dire d'abord des sifflets, puis après une forme de bronca, mais par exemple à ma gauche de la tribune de presse, il y a eu beaucoup d'applaudissements aussi, mais qui sont forcément éteints par le vacarme. Quand vous sifflez ou quand vous faites une bronca, ça s'entend moins que des applaudissements. Ils se chauffaient les uns les autres aussi. Donc voilà, mais ce qu'il y a de bien, c'est que dès que le match a commencé, ça s'est stoppé. Ça a switché. Et que comme il a fait 2 passes d'ess... il a fait un très grand match. Voilà, et alors évidemment, on a parlé de son départ probable en 2022, mais est-ce que vous croyez, messieurs, à un départ dès cet été pour Kylian Mbappé? Il a peut-être envie de jouer avec Lionel Messi, de faire un trio incroyable avec Neymar. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Mais en fait, c'est pas le bagne. Hein. Il serait très content de rester parce qu'il adore le PSG et que jouer avec Neymar et Messi, c'est un rêve. Et puis, évidemment, vu qu'il va partir en 2022, si ça peut se faire un an avant, pourquoi pas? Mais ça, faut qu'il ait la volonté de tout le monde. Oui. Mais a priori, ce que j'ai compris, le club ne veut pas l'entendre parler. Donc, il va rester. C'est surtout ça qui est déterminant. Parce que quand on pense à cette histoire de contrat, c'est-à-dire s'il ne prolonge pas, il part libre, c'est un raisonnement, on va dire, qui vaut pour 99
des clubs, c'est-à-dire qu'effectivement, tu dois... La donnée économique. Voilà, tu dois prendre en compte la donnée économique. Il se trouve que Paris, et encore plus en ce moment avec le fair play financier qui est maintenant mis en sommeil... Voilà, exactement. Déjà que Paris ne raisonne pas comme les autres clubs, mais là, encore moins. Passer à côté de l'opportunité, même sur une seule saison, d'aligner, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'équipe, l'attaque, je ne sais pas si ce sera la plus forte, mais en tout cas la plus fantasmagorique possible, Neymar, Messi, Mbappé, ils ne passeront pas à côté. Oui. Même si c'est que pour une saison. Et même s'il doit partir libre, je suis persuadé de ça. Il y a un homme en tout cas qui ne pense pas comme vous, mon cher Dave, c'est Antoine Simoneau, notre correspondant en Espagne. Et il y a un club, je pense, qui serait ravi de l'accueillir dès cet été. Il me semble que c'est le Real Madrid, mon cher Antoine. Est-ce que Mbappé fait toujours les gros titres ? Bien évidemment, bonsoir à tous. Et Giovanni, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Dave. Sauf que ici, on aimerait que le scénario soit forcément différent. Il fait bien évidemment les gros titres, surtout après les sifflets qu'il a reçus en avant-match face à Strasbourg. On s'est dit que on voyait peut-être une autre source de mécontentement qui pourrait pousser l'attaquant français à rejoindre le Real Madrid dès cet été. Et ce qu'on dit surtout en Espagne ici, c'est que Kylian Mbappé aurait l'intention de provoquer une réunion avec ses dirigeants pour leur faire part de son souhait de quitter le club dès cet été, mais qu'il n'ira pas au bras de fer, il ne va pas sécher les entraînements. Voilà, il veut juste leur faire part de son souhait, c'est de quitter le club et rejoindre le Real Madrid cet été. C'est ce qui se dit en Espagne. Et on sait, notamment, moi j'ai appris qu'il avait notamment pendant l'Euro confié à un joueur de la sélection qu'il voulait venir jouer au Real Madrid dès cet été. Après, comme le disent Dominique et Dave, le seul qui a les clés finalement de cette situation, c'est le Paris Saint-Germain, savoir s'il est vendeur ou pas. Et on dit aussi à Madrid que pour le moment il n'est pas vendeur. En tout cas, le Real s'engouffrera dans la moindre brèche s'il y a une brèche, et c'est la même technique que pour Gareth Bale ou Luka Modric il y a quelques années. On laisse le joueur forcer la décision et aller un petit peu au casse-pipe pour ensuite voir s'il y a une possibilité de faire signer le joueur dès cet été. Pierre, je vous vois dire non. Non, je suis pas d'accord, parce que de toute façon, moi je suis convaincu qu'Mbappé, quoi qu'il lui arrive, qu'il parte ou qu'il reste, s'il reste à Paris, il va mettre ses 30 buts et il sera énorme. Moi j'arrive pas. Il n'y a pas de doute. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, lui, il fait son travail. Il y a pas de. C'est le PSG. Le PSG va en bénéficier. Tout le monde sera content si lui reste au PSG, qu'il part libre et qu'après, ici, il veut aller au Real. Ça va sans doute Et en plus, ça peut même servir au PSG de le convaincre pour la suite. Parce que si ils arrivent avec de la chance et tout le bonheur qu'ils ont d'aller en finale de Ligue des Champions ou de la gagner cette année, comment tu veux partir d'un club allez-y, Pierre. Où justement, tu fais une année formidable avec 3 monstres devant? Moi, j'ai un peu de mal avec ça, en fait. Je pense que le fait qu'il reste au PSG... Il ne sera pas le premier. Non, peut-être qu'il ne sera pas le premier. Après, ça lui permettra aussi Pierre, peut-être de partir sur la haute marche. Pierre, vous pensez qu'une bonne saison avec Paris, avec ces joueurs-là, ça peut le convaincre de rester? Je ne sais pas si ça peut le convaincre, mais en tout cas, dans les deux cas, soit il part en tête de gondole, où il a rempli l'objectif qu'il avait fixé au PSG, et basta, et il part en senior, soit il reste et il prolonge parce qu'il dit qu'il va gagner 3 d'affilée. Le problème de prolonger, c'est que tu prolonges en général rarement 1 an. Tu prolonges plutôt 3 ans. Et on risque de bloquer. Et on ne va pas revivre le même sketch. Mais Antoine, c'est bien beau ce que vous nous évoquez avec le Real Madrid et la volonté du Real de recruter Mbappé. Mais Mbappé, ça coûte des sous et il me semble que le Real Madrid n'est pas en grande santé financière. Comment ils vont monter ça? Alors, c'est pas vrai du tout. Il y a eu 400 millions d'euros de pertes sur les budgets prévus. Mais ils ont gagné de l'argent ces 2 dernières saisons, très peu, mais ils en ont gagné. Le Real est en très bonne santé financière. Je vous rappelle qu'ils ont quand même gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, même 4 en 5 ans. C'est un budget faramineux, donc ils sont en très bonne santé financière. Ils ont au moins 120 à 150 millions à mettre pour cet été. Et en plus, il y a des joueurs qui pourraient partir, comme Odegaard, qu'on estime à 40 millions. Ils ont quasiment pas dépensé ces dernières saisons, ou très peu. Ils ont aussi beaucoup vendu. Donc le Real n'est pas en mauvaise santé financière, contrairement à ce qui se dit. Et en plus, il y a des banques ici qui sont prêts à leur accorder des crédits assez faramineux, parce qu'on sait que la marque Real, c'est une marque qui marche, qui fonctionne, et surtout si on attire Kylian Mbappé. Dave, allez-y. Ouais, salut Antoine. Est-ce que l'intérêt du Real, vu que tu dis qu'ils ont une manne d'environ 150 millions, mais qu'il y a quand même une équipe à reconstruire, on va dire. On sent qu'on est dans une période de transition, c'était la fin de l'ère Ramos et compagnie.
Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à mettre ces 150 millions pour bâtir une équipe, presque en guise d'accueil pour Mbappé la saison prochaine? Parce que s'il claque tout sur lui, bon, ou même 120, 130 ou je ne sais quoi, mais qui reste peanut, malgré tout, il y a une équipe qui a montré qu'elle avait des limites. Je suis d'accord avec toi, Dave. Hein. C'est un raisonnement, mais le raisonnement de Florentino Pérez, il est complètement différent. Florentino Pérez, il veut faire Mbappé parce que c'est un coup à la fois sportif, parce qu'on sait qu'il va marquer des buts, on sait qu'il peut leur faire gagner plus facilement des titres. C'est un coup politique pour contenter les sociaux qui l'attendent, qui attendent un grand joueur quand même depuis un petit moment maintenant, et notamment depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Et puis c'est un coup commercial, marketing, parce que forcément il y aura des retombées économiques qui seront bien plus grandes. Et comme il l'a fait par le passé avec les Galactiques, où le club était en très grande difficulté financière. Et en gros, c'est un pari, c'est-à-dire je mets beaucoup d'argent, j'investis beaucoup d'argent, mais finalement pour avoir des retombées encore plus énormes à court terme. Et c'est ce qu'il veut faire avec Mbappé, quoi. Dominique Sévrac avait une question pour vous, Antoine. Oui, une affirmation par rapport à Dave. Construire une équipe, ils sont allés en demi-finale avec ce qu'ils avaient. On va dire que c'était pas grand-chose, ils étaient allés en demi-finale, ils se sont sortis par Chelsea. Tu rajoutes Mbappé dans cette équipe-là. Ils ont perdu des joueurs, je pense que tu... Oui, ils ont perdu Varane. Ils ont perdu leur charnière. Oui, d'accord, Ramos il jouait pas, donc ils ont perdu que Varane. Ils ont perdu leur charnière. Donc, et les autres ils ont pris Alaba. Donc franchement, entre Alaba et Ramos... à voir. Et Hazard joue, ce qui est quand même une donnée importante. Donc premièrement, tu rajoutes Mbappé dans cette équipe qui fait demi-finaliste. Moi, je pense qu'ils peuvent la gagner, Ligue des Champions. Ouais. Donc, pas besoin de reconstruire une équipe. Non, mais de toute manière. Et juste pour finir, ça fait 4 mercato. Et juste. Et ça fait 4 mercato qu'ils n'ont pas dépensé après Hazard. Mais bien sûr. Ils ont une force de frappe financière, mais qui est colossale. Non, mais je pense que s'ils peuvent les sortir tout de suite, les 150 millions. Enfin, si Mbappé, il y a la possibilité de le faire sortir tout de suite, ils le feront. Parce que. Enfin, Antoine l'a bien expliqué, l'époque des Galactiques, ce sont des joueurs qui coûtent très cher, mais entre guillemets, je ne dirais pas, comme Tapi disait à une époque, c'est cadeau, mais pas loin. Parce que d'un point de vue commercial, et ce qui va te faire gagner quand même sportivement, parce que il y a potentiellement plus de chances de passer 1 ou 2 ou 3 tours de plus, tu contentes tout le monde, et à la limite, pour faire venir des joueurs l'année d'après, tu vois... Mais un an de l'avoir gratuit. Un an de l'avoir gratuit, comme ils avaient fait avec Eden Hazard. Mais c'est c'est vrai, avec Hazard, ils avaient fait 120 millions d'euros à l'époque. Merci. Gratuit, entre guillemets. 100 merci, ouais. Pas 100 100 plus, il y avait un peu de bonus, je crois. 120, Antoine, Mbappé, c'est 200 alors. Si Hazard c'est 120, Mbappé c'est 200. C'est vrai en plus. Antoine, merci beaucoup. On espère qu'on va garder Kylian Mbappé encore en France une saison de plus. Nous, désolé, on ne veut pas tout de suite vous le donner. Bonne fin de soirée, Antoine. Il finira par arriver. Hein. Ça finira par arriver. Il y avait un duel, même si c'était pas un duel, messieurs, est-ce que vous voulez quand même le résultat? Ils ont pu le trancher ce duel. Ils ont pu le trancher. C'est bien. C'est énorme. Et celui qui a faussé le duel le gagne. Et celui qui a fracassé mon duel a remporté ce duel. Merci. Ah, mais j'avais raison. Les gens le savent. Mais c'est très bien. Tu le prends d'autant plus que les gens qui votent, pour 85% d'entre eux, ils ont le truc sur. Vous voulez dire qu'ils ne nous regardent pas? Et ils n'écoutent pas les arguments. Ah ouais. Ce qui est une immense erreur. Parce qu'il peut l'arranger, lui. Voilà. Lui, ça peut l'arranger. Ça peut l'arranger, certains. Messieurs, on va quitter Mbappé, on va passer à la Ligue 1 Express avec Leroy Cabella. Mbappé est en Ligue 1. Oui. Leroy, c'est à vous. Oui, on commence avec l'entraîneur de Montpellier, Olivier Dalloglio, qui était très remonté envers ses défenseurs. Regardez ce qu'il déclare: je suis très en colère, on rentre trop facilement dans notre défense, on ne joue pas en régional, je suis embêté par certains comportements. Je prendrai les joueurs qui voudront se dépouiller pour ce maillot, ce sera la priorité. De Montpellier, c'est un peu sévère, non, ce que dit Dalloglio, Dave? Alors déjà, le match était fou. Le Reims-Montpellier, franchement, c'était super. Par contre, c'est vrai que c'était un peu porte ouverte. On a l'impression que sur chaque attaque, Reims pouvait faire du mal. Je trouve quand même qu'il y va très très fort quand même. Régional, c'est fort. Et après 3 buts aussi contre Marseille, hein. C'est le début de saison, il envoie un message. Non, bien sûr, mais je trouve là, il y a un peu un côté, c'est presque un message que j'aurais entendu, tu sais, là on joue le maintien, j'irai à la guerre avec ceux qui le... Tu vois, on est à la deuxième journée. Soyons patients, c'était le retour de Sakho aussi, donc c'était pas forcément, avant de le juger lui aussi. Oui, bien sûr. Il faudra un peu de temps. Il y a une équipe, pour le coup, qui a très très bien débuté sa saison, c'est le SCO d'Angers, qui fait un début de saison canonissime. Leroy, qu'est-ce qui se passe à Angers? C'est la Champions League. Écoutez, c'est bien simple. Angers, c'est 6 points, 5 buts marqués, 0 encaissés, avec en prime la première place du championnat. Personne ne fait mieux.
Personne ne fait mieux, effectivement. Moi, alors évidemment, il y a un collectif. 1972, Giovanni, pour voir Angers Bien gagner sûr. ses 2 premiers matchs. Ça doit être l'époque. Quelle équipe 72? Jean-Marc Guillot, Marc Herbold, Poli, voilà. Edwige, Olivier Ménard, qui est arrière dans les gauche. buts. C'est aussi ça l'équipe du soir. Le capitaine Bourdel, arrière C'est droit. aussi ça l'équipe du soir, on voyage dans le temps. Il y a juste, évidemment, c'est un succès collectif, mais Pierre, ce petit Mohamed Ali Chaud, quel phénomène! Ouais, assez incroyable. Il dégage une puissance et une vitesse. Bah, c'est lui qui a fait péter les plombs de toute façon à Lyon pendant tout le match. Il les a rendus fous. C'est un 2004. Hein. Ouais, mais il faut tout ce qui est autour. Flugini a fait un super match. Il y a Cabot aussi qui n'arrête pas de. Piston droit, il est très très fort. Qui est très fort. On se rend compte qu'il aime défendre alors que c'était plutôt un joueur de côté offensif. Et puis Traoré derrière aussi qui manage tout ça face au jeu. Franchement, moi je suis pas surpris, mais je suis content que ça se passe comme ça pour Angers parce que ça fait un bon moment qu'ils commencent à produire du jeu. Et 3-0, c'est même pas lourd payé. Oui, c'était vraiment un très bon match d'Angers. Il y a un poteau. On en parlera tout à l'heure. Mais... Ouais, bien sûr. Il y a un poteau. On va passer maintenant à Julien Stéphan. Lui, il était moins content que Batik et s'est notamment agacé contre l'arbitrage, Leroy. L'entraîneur de Strasbourg qui ne digère pas le hors-jeu de Mauro Icardi. Pour lui, il en est certain, il y avait hors-jeu. C'est la décision de valider le premier but qui est cauchemardesque. Voilà. Il y a hors-jeu, ça change beaucoup de choses dans le match. Trop de choses. C'est une décision trop hâtive. Voilà, on a le temps, on a le moyen de contrôle, on a le temps. Ça paraît très très clair qu'il y a hors-jeu et ça change trop de choses. Bon, alors messieurs, Dominique, vous étiez au stade, hors-jeu, pas hors-jeu? De pression à vitesse réelle, on ne sait pas. Et bien, on en a quand même vu 15 ralentis. Il y avait hors-jeu quand même. Il est nettement devant. Bah, bien sûr. Et donc, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on devrait avoir une explication du directeur technique de l'arbitrage qui viendrait nous voir, nous dire on a d'autres images, ne vous inquiétez pas, il était bien sur le. Non, mais j'aimerais qu'on nous explique. Il a raison. Parce que s'il y a une décision le but n'est pas soumise à interprétation, c'est bien le hors-jeu. C'est binaire. Marseille aussi. Hein. C'est hors-jeu, pas hors-jeu. 2 dans la même journée, 2 erreurs de VAR. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, faute, pas faute. Moi, je pense qu'effectivement, il y a faute sur la... mais on va pas revenir dessus. Oui. Mais faute, pas faute, ça reste une interprétation. Bien sûr. Mais la ligne, c'est basique, c'est binaire. But, pas but. Voilà, c'est binaire. S'il est hors-jeu, il n'y a pas de... Tu peux pas l'interpréter. Surtout quand on te met des hors-jeux à 2 cm près. Exactement. Et là, pour le coup, tu as l'impression qu'il y a quand même... assez net, quand même. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais vu ça. En général, on ronchonnait parce qu'on annulait un but parce qu'il y avait un demi-ongle. Qui n'arrivera plus en première ligue, vous avez vu, à partir de cette saison. Ils épaississent la ligue. Ils agrandissent un petit peu le trait. Oui, le trait en question. À croire que là, ils ont très agrandi même pour vrai Mais ils ont qu'à le mettre derrière le but. C'est incompréhensible. C'était une bande. Messieurs, il va falloir qu'ils prennent la parole et qu'ils nous expliquent des choses. Oui, ça serait bien. Ça serait bien qu'on ait des explications. Depuis 25 ans. Là, qu'est-ce qu'on est obligé de dire que les gens qui ont regardé sont incompétents? C'est ça qu'on est obligé de dire sans savoir plus. Mais sans savoir s'ils ont. On peut comprendre la colère. Ah si, c'est faut être incompétent. 0-0 à ce moment-là. Oui, c'est évidemment sa colère est logique. On va passer à l'AS Monaco. Et pour Niko Kovac, le match face à Lorient n'était pas le plus important de la semaine, Leroy? Non. Voici ses propos après la défaite face au Merlu. Il faut se reprendre parce que mardi, en barrage aller la Ligue des Champions, ce sera le plus grand match à gagner. Pardon, excusez-moi, je pensais qu'il y avait un sonore qui partait. Je suis désolé. C'était un très beau blanc. J'adore ce blanc. Je pensais que ce bon Nico allait parler. C'est pas choquant de la part de l'entraîneur de l'AS Monaco. Non, mais il a raison. Il dit tout. Il a raison. La Ligue 1, ça compte pas. Non, mais je dis pas que ça compte pas, mais on sait très bien que la priorité pour Monaco. C'est ce qu'on dit après, ça. Non, c'est ce qu'on dit après. Je lui donne raison. On choisit pas les matchs. Non, mais tu peux ne pas choisir, mais forcément inconsciemment. Dominique, la saison de Monaco, elle va se jouer au mois d'août. Clairement. C'est-à-dire que si Monaco ne passe pas. S'ils sont champions en mai, ça compte pas. Mais ils seront pas champions en mai, tu le sais bien. Mais tu le sais bien qu'ils seront pas champions en mai. Bon, on va parler pour qui la Ligue 1 compte énormément, c'est Antoine Camboiré. Et Nantes a été séduisant ce week-end. Oui, une seule défaite sur les 7 derniers matchs pour Antoine Camboiré en Ligue 1, avec notamment 5 victoires et un petit nul. La seule mauvaise nouvelle pour le FC Nantes, c'est la blessure de Randal Kolo-Muani, parce qu'il fait un sacré bon début de saison. Face à Brest, Rennes a enchaîné un deuxième résultat nul. On est un peu déçu du début de saison, non? Oui, et Rennes qui débute par 2 matchs nuls, ça ne donne pas des choses très positives dans l'histoire de la Ligue 1. Ce n'était plus arrivé depuis 2000-2001 et Rennes avait terminé la saison à la 6e place. Dave, il y a eu un recrutement intéressant, Badé notamment qui a été acheté pour plus de 20 millions d'euros. On s'attendait un peu mieux, non, du Stade Rennais?
Oui, et on sent qu'il cherche encore la bonne formule. Bon, après, il a des options. Hein. D'ailleurs, quand Guirassy est entré, ça a été mieux. Il a ouvert le score. Bon, après, ils se font rejoindre. Mais franchement, Rennes, je les vois faire plutôt une bonne saison. Je regardais l'équipe, elle est hyper intéressante. Même Melling, c'est un achat très intéressant au poste de latéral. C'est un bon match. C'est très, très bon choix. Voilà. Mais Doku, il a une occasion en or dès la 4e minute, hein, même 3e minute. Donc s'il marque, c'est plus le même match. Il y a Souleymana, là, Kamaline Souleymana. Qui est un drôle de joueur aussi. Qui devait signer à l'Ajax Amsterdam. Voilà. Super joueur. Il a encore fait hier 2-3 percées. C'est un dévoreur d'espace. Franchement, ce sera une belle surprise. Et pour finir, on va conclure avec Lens qui n'a plus gagné depuis 6 matchs en Ligue 1, Leroy. Oui, aucune victoire sur les 6 derniers matchs pour Lens. C'est la plus longue série sans victoire depuis leur remontée en Ligue 1. Et pourtant, c'était un top match contre Saint-Etienne. Ouais, et le public à Bollaert, absolument merveilleux. Et mal payé hier. Mal payé. Là, messieurs, on a un invité de poids. Je suis très, très heureux de le recevoir dans l'équipe du soir. C'est Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont. Clermont qui a remporté ses 2 premiers matchs en Ligue 1. 6 points donc. C'est absolument magnifique ce qui se passe à Clermont. Bonjour coach, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Je suppose que vous êtes enchanté par ce début de saison. Comment vous expliquez cette réussite merveilleuse? Bon, je pense que on est dans la continuité de ce que l'on faisait l'an dernier. On n'a perdu aucun joueur, quasiment aucun joueur. Donc voilà, je pense que l'équipe est homogène et puis c'est ce qu'elle a à faire. Et en ce début de saison, je pense que c'est un gros avantage par rapport aux autres équipes. On vous sent très calme, très posé. Rassurez-nous, ça vous fait quand même plaisir d'avoir 2 victoires au compteur en Ligue 1 pour ce début de championnat. Ouais, bien sûr. Je suis un peu moins calme sur le banc de temps en temps. Oui, bien sûr. Bon, on ne s'attendait pas à faire un tel début de championnat quand même. Alors, la victoire à Bordeaux, je pense, nous a donné un bon élan, une bonne dynamique. Et puis là, devant notre public, je pense que tout le monde voulait bien faire, évidemment. Et voilà, c'était un moment assez spécial de retrouver tout le monde, une ambiance extraordinaire et puis cette victoire. Donc voilà, pour le moment c'est bien, mais on sait pertinemment que la saison va être très très longue pour nous. Bien sûr, la saison va être longue. En tout cas, il y a quelque chose aussi au-delà même des résultats, c'est le jeu que pratique Clermont qui enchante à peu près tout le monde en Ligue 1. Comment vous expliquez d'avoir gardé cette continuité de beaux jeux en Ligue 2 et de le transposer en Ligue 1? Ça fait 3-4 ans qu'on travaille comme ça, avec ces mêmes options de jeu, ces mêmes principes de jeu. Donc, je l'ai dit à vos confrères souvent, je pense que ça aurait été suicidaire d'abandonner ce qu'on a fait depuis quelques années. Donc voilà, on joue, on a surtout envie de gagner. Et moi, je pense que la meilleure solution pour gagner, c'est de jouer, au moins essayer en tout cas. Et puis ensuite, on fait le bilan après chaque match. Je pense qu'on perdra plus de matchs qu'on en gagnera, mais au moins, on essaye toujours de gagner sur n'importe quel terrain. On essaie de se donner les moyens, en tout cas, au niveau du club, au niveau du jeu, pour gagner le match. Un discours qui fait plaisir à entendre en Ligue 1. Coach, je vous passe Dominique Sévrac. Bonsoir Pascal, mais vous avez dit que ça aurait été suicidaire de changer de philosophie, mais on se souvient que par exemple Jean-Marc Foulan, ça lui arrivait de descendre en jouant aussi très bien au foot. L'argument est réversible. Est-ce que c'est pas suicidaire de vouloir jouer en Ligue 1 alors qu'il faut d'abord se sauver? Donc c'est presque un appel à jouer peut-être plus dur ou plus resserré, plus compact, une philosophie de jeu que j'aime moins, mais j'ai envie de savoir si vous avez une hésitation à transposer complètement ce jeu à la Ligue 1. Moi, j'ai aucune hésitation. J'ai des convictions qui sont fortes, et je pense surtout qu'on n'a pas une équipe pour défendre complètement et être beaucoup plus agressif, beaucoup plus athlétique. Donc, notre équipe est basée sur la qualité des déplacements, sur le volume de jeu aussi. Donc on n'a pas d'autre issue que continuer à jouer comme ça. Coach, je vous passe Didier Roustan.
Oui, bonsoir et bravo pour tout ce que vous faites et la saison dernière et tout le bien que j'entends concernant ce travail. Je voulais savoir quels sont les entraîneurs qui vous ont influencé par rapport à ce jeu justement et toute proportion gardée, parce qu'évidemment ça doit être des entraîneurs qui ont d'autres moyens que les vôtres. Vous aimeriez tendre vers quoi ? Bon, bien sûr, j'ai beaucoup regardé les équipes de Guardiola. J'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. C'était au siècle dernier, les Pays-Bas, bien sûr. Ouais. Et puis après, je pense qu'à un moment donné, on se rappelle peut-être de la manière dont on jouait à Niort avec Patrick Parison. Et je pense qu'on pratique le même jeu qu'il y a quelques années avec Abedi Pelé, lorsqu'on était monté de deuxième division en première division. Ouais. Voilà, c'est un jeu de mouvement. Moi, j'ai été éduqué comme ça en section sportive avec Monsieur Latapi, et je pense que c'est un jeu attrayant, mais surtout un jeu qui gagne. Et c'est ce qui m'intéresse. Oui, l'intérêt, c'est de gagner des matchs. Bien sûr, parce que ça, il faut faire comprendre aux gens, notamment à Dominique Sévra que vous aviez tout à l'heure, que pour gagner, on a plus de chances de gagner en jouant bien qu'en filant des coups, je me suis fait l'avocat du diable, j'adore ça. Il a fait exprès. Tu es le diable. Je suis une ordure, je l'ai dit. On va donner la parole à un ange, c'est Eric Huette. Question. Je dis ça pour le grand public, parce que des fois, tu vois... Bonsoir Pascal, il y a évidemment un joueur qui crève l'écran, c'est Mohamed Bayo. Oui. Est-ce que vous pouvez rassurer tous les supporters clermontois? Est-ce qu'il va rester à Clermont? Est-ce qu'à 100%, vous pouvez nous dire que Bayo, l'actuel meilleur buteur et qui a été le meilleur buteur en Ligue 2 la saison passée, va rester à Clermont? Et s'il doit partir, est-ce que vous avez un plan B? Je ne peux pas vous le dire à 100% parce que je passe pour un rigolo, vous savez très bien comment ça se passe dans le football, tout est possible. On souhaite tous le garder, les dirigeants ont été assez clairs aussi. Moi, je souhaite qu'il reste. Je pense que, à mon avis, c'est dans son intérêt de rester, mais après, je ne suis pas son agent et je ne peux pas me mettre à sa place. Après, si on a un plan B, oui, bien sûr, on travaille dessus, mais on souhaite ardemment qu'il reste avec nous une saison de plus et pour qu'il fasse... il a commencé à faire ses preuves, il a bien débuté le championnat, mais il a encore du chemin. Je pense qu'il a beaucoup de qualités, mais je pense que à la fois pour nous déjà, évidemment, et pour lui, je pense que passer une année avec nous, ce ne sera pas une punition. Pierre Boubi, qui connaît bien la Ligue 2, avait une question pour vous, Pascal Gastien. Bonsoir coach, moi j'ai une question, on voit que, de toute façon je ne suis pas surpris, moi je vois comment vous faites jouer vos équipes. Moi j'ai l'impression que cette année, au-delà de bien jouer, vous avez une force de frappe qui va être déterminante pour cette année, c'est les coups de pied arrêtés par rapport justement à la taille que vous avez avec Bayo et puis Otonji derrière, et surtout avec le frappeur Jason Berthomier. Je voulais savoir si vous travaillez ça quasiment de manière hebdomadaire ou si vous laissez un peu Jason mener le truc. Non, on travaille souvent les veilles de match. On travaille un petit peu plus encore l'an dernier, mais on travaille les coups de pied arrêtés, bien sûr. Merci beaucoup coach, merci beaucoup Pascal Gastien. On vous souhaite bien évidemment une merveilleuse saison en Ligue 1. Vous êtes chez vous ici dans l'équipe du soir, vous venez quand vous voulez, à très vite. Bon, il dit ça, enfin généralement c'est une formule de journaliste. Non, pas du tout. Je termine. Là, en l'occurrence, on est sincère. On est sincère. Non, vraiment, encore bravo pour tout ce que vous faites et à très vite. Parce qu'il y en a, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt. On va passer à une autre actualité. Et on prie pour qu'ils ne viennent pas. Non, mais c'est une formule. Mais arrête, c'est une formule qui date de 3 siècles. Vous êtes chez vous, vous êtes machin ou quoi. Et il y en a, on dit putain, pourvu qu'ils n'appellent pas. Parce que... mais monsieur Gastien, on sera ravi de le recevoir. Le premier match de Lionel Messi au Parc, c'est peut-être face à Clermont. C'était l'ultime relance, exactement. Mais vu qu'on était un peu pris par le temps et qu'on devait parler Ça n'a pas été écrit. Pas encore.
Est-ce que vous permettez qu'on avance dans le conducteur? Allez. Si ça vous arrange. Oui, moi ça m'arrange. Ah bah on va avancer, s'il vous plaît, et on va passer quand même à une actualité majeure de ce week-end en Ligue 1. C'est Lille qui s'est fait corriger à domicile par le Nice de Christophe Galtier. C'était le retour de l'enfant prodige, l'homme qui a amené le LOSC au titre. Est-ce que vous retenez davantage de cette rencontre la débâcle du LOSC ou la victoire de Christophe Galtier? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel royal. Jingle. Alors pourquoi royal? Puisqu'il y a le camp des Galtier à droite et le camp des Lillois à gauche avec Eric et Dave. Qui prend la main? Giovanni, on va commencer par le talent de Pierre, on finira par un peu l'expertise, si ça vous dérange pas. Bien sûr, mon cher Dominique. Et chez vous? Eric va les soulever, puis je les découpe. D'accord. Dominique va les soulever, vous avez dit, Dave. Par le talent de Pierre. Allez, Pierre, allez-y. C'est bon, une seconde. Messieurs, vous êtes... En une seconde, ça va. Dave et Eric avaient encore 4 secondes. Ouais, mais c'est pareil. Moi, C'est pareil. rien à rajouter. Pareil. Rien à rajouter, Dave? Non, c'est bon, on les avait Personnel. Franchement, vu ce qu'on a mis, moi, Personnel. je préfère rester là. L'arbitrage du président à vie de l'équipe du soir, président Roustan, c'est à vous. Eh bien, je rejoins mes petits camarades qui sont sur ma gauche, parce que, oui, c'est la culture de l'instant. Tu mènes 2-0 au bout de 4 minutes. Effectivement, les vannes s'ouvrent. Et bravo à Christophe Galette. J'allais dire Galette, parce que Galette pour les intimes. Christophe, c'est Marc Bourrier. Je suis nommé Galette parce que... Là, c'était les actualités pâtées, là. C'est avec l'accent marseillais. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Bah, tu sais, moi, j'ai sur les galettes, parce que voilà, c'est plus ça. Allez-y, président. C'est Galette, il fait du très bon travail, il a toute ma confiance, ça va bien se passer, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais... Il a toute ma confiance. Et je lui souhaite, mais... Lille, ce qui est inquiétant, c'est que déjà, à Metz, à un moment, ils sont baladés, et heureusement, il y a un Messin exclu, tu marques à la dernière minute. Ils sont menés 3-1 et reviennent à 3-3. Encore, Yilmaz, tu vois, j'allais l'appeler Turk-Yilmaz, mais le problème, c'est quand tu as trop de joueurs dans la tête. Oui, Burak-Yilmaz. Yilmaz, oui. Burak-Yilmaz. Voilà. Non, bien d'accord. Mais Turk-Yilmaz, c'était Turc aussi. Allez-y, ça passe. Mais on est toujours pressé. Non, mais Lille, si tu veux, c'est effectivement, comme le dit Eric, le champion de France. Ils vont jouer la Ligue des Champions. J'aimerais, si tu veux, que si Monaco passe à la trappe, et sur ce que je vois de Lille, ils ont perdu, tu vois, quand tu perds Maignan quand même. Et je pense que l'année dernière, ils ont été effectivement... si le PSG a été en sous-régime, ils ont été en sur-régime, si tu veux. Et c'est difficile. Par quoi, en fait L'année d'après, pardon? Tu es surpris par quoi, en fait? Bah oui. Je suis surpris par quoi? Oui. Non, je retiens... Qu'est-ce qui est surprenant dans la faillite de Lille? Dominique, elle ne me surprend pas tant que ça. Elle me surprend. Mais la question, c'était pas êtes-vous surpris par la faillite de Lille? C'était qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous en train de me faire un constat qu'on savait il y a 3 semaines, on savait ce qui allait se passer. Dominique, si vous n'écoutez pas les questions, on savait ça. Mais peut-être pas à ce point-là, on pouvait penser que... Mais de toute manière, tu as perdu. Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai perdu. Attention, j'ai perdu. Mais le peuple va se réveiller. Le peuple français va se réveiller. C'est pas une ordure, c'est une peste. Allez. Donc Didier, point à Eric. Mais évidemment, le double point, le public faut. Non, mais ils ont enfoncé les portes ouvertes. Non, mais là, c'était pas la question, monsieur Sévrac. Qu'est-ce qu'on retient le plus des deux? Bah, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, il y a quelque chose que Christophe Galtier a apprécié, c'est que ce qu'il a vu de ces Niçois le faisait penser à quelle équipe? À Lille. À Lille. On l'écoute. Bah tiens, comme par hasard. Nice ressemblait dans sa manière de s'exprimer, dans l'organisation, dans son expression défensive mais offensive, évidemment, ressemble évidemment au LOSC de la saison dernière. Concernant le LOSC, il y avait quelques variétés dans leur jeu par rapport à ce qu'on faisait nous la saison dernière face à un 4-4-2. Bon, ça c'est dit. Pierre, vous vouliez réagir? Ouais, parce que ce qu'on retient, c'est ce qui est surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que justement Galtier arrive à faire ça avec toutes les équipes qu'il a. Moi, j'ai pas de surprise par rapport à Nice. Laissez finir, Pierre. Mais la semaine dernière, ils sont fait siffler tellement ils étaient nuls. Il est resté. Il aurait fallu faire ce débat il y a une semaine après le 0-0 contre Reims. Champion de France, il a fait des bonnes choses. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Il faut se calmer, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas tirer l'enseignement? Messieurs, s'il vous plaît. Parce que Lille, il y a une tendance, tu l'as dit toi-même. Lille, tu le sais que ça va être ça. Pierre, finissez votre phrase. Finissez votre phrase. Galtier, en fait, il n'invente pas le foot. Il fait du 4-4-2. Le 4-4-2, c'est le système qui est le plus facile à apprendre. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce qui est bluffant, c'est dans son management, en fait. Il arrive. Tu disais tout à l'heure que Lille, l'année dernière, a surjoué sa saison. Mais c'est exactement ce qu'il fait avec tous les clubs. Moi, c'est pour ça que ça me bluffe, en fait. Attends, il a fait
Saint-Etienne, on dirait qu'il a fait 25 clubs et qu'il a gagné 3 Ligues des Champions. Ah non, mais avec l'équipe qu'il avait. Écoute, arrête. Avec l'équipe qu'il avait. Avec Saint-Etienne, il a fait du bon boulot. Sur la fin. Il n'a pas des effectifs de dingue. Didier, il n'a pas des effectifs de dingue. Non, ça, je suis d'accord. Chaque fois, il perdait un bon joueur ou des choses comme ça. Mais il faut arrêter. Lille l'année dernière, tu les as vus arriver, toi? Pardon? Tu as vu Lille arriver, toi? Il y a 3 ans, il joue le maintien. En plus, c'est un super entraîneur. Il a fait du très bon travail. Il les a récupérés. C'est un très bon entraîneur. J'en conviens. Mais ça va. Ça te marque pas. Je ne dis pas que c'est Guardiola. Attends un peu. Dimanche prochain, il y a Nice-Marseille. Au bout de 4 minutes. Refaisons le débat lundi prochain. Non, mais il y a Nice-Marseille dimanche prochain. Ce sera très intéressant de voir justement comment il va répondre à l'OM de Sampaoli. On va pas chaque semaine remettre en jeu. Non, mais pas forcément débat. Ce match, il sert à rien. Ils vont battre Marseille 3-0. Attendez. Mais non, mais vous êtes toujours dans les excès. Ah bah oui, mais pas vous. Non. Tu me dis, partout où il passe, il arrive à installer sa patte. Donc tu m'expliques que la semaine dernière, évidemment, sa patte, elle n'y était pas, parce que le match, il a été bidon, le match de Nice. Ouais. Donc en une semaine, il les a transformés en Lillois. Exactement. Tu te dis pas que le scénario, ça s'est bien goupillé. Effectivement, dès la première action, tu marques. La deuxième action, tu marques. Et qu'évidemment, c'est la vérité, c'est l'histoire du foot. C'est-à-dire que quand un match s'ouvre bien et qu'en face, tu as une équipe qui est mal, qui est déjà dans le doute, en confiance, qui est dans le doute. Donc la thèse de l'accident de Lille, ça marche pas. La thèse de l'accident de Lille, ça marche pas. Tu l'as dit toi-même. Contre Metz, déjà, ils sont passés à 2 doigts de la catastrophe. Mais là, tu es en train de nous expliquer que c'est un accident. Donc en fait, c'est pas grave. Mais non, je te dis qu'il y a 2 matchs. Lille, ils vont. Il y a 2 matchs de Lille qui te disent que va être. Ne sois pas surpris. Attends, arrête d'être de mauvaise foi. Il y a 2 matchs de Lille, c'est Lucas qui pour rien. Et pas tous en même temps, s'il vous plaît. Il y a 2 matchs de Lille qui te disent un petit peu ce que va être Lille. Ah, 2 matchs. Sur combien? Non mais là on juge. La saison va être longue, non? Mais là par contre sur Nice, il y a un match culture de l'instant. Il y a un match culture de l'instant, écoute-moi, il y a un match bidon le dimanche dernier et là c'est un match qui se goupille bien. Et sur ça tu me dis c'est la patte Galtier. Non. Arrêtez, même Galtier lui-même il le sait. Il le sait que ce match-là c'est l'histoire d'un match. Mais tendance de l'autre côté, tendance lilloise. Mais ce que je veux dire, c'est que il a un système de jeu de toute façon. Avec Galtier, c'est dans les attitudes en fait. Il n'y aura pas d'état d'âme. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'un truc qui va se passer un week-end ne se passera pas 2 fois. C'est Galtier, il fait ça. Il perdra jamais 2 fois de suite. Non, je dis pas qu'il perdra pas. Ce que je te dis, c'est que. Mais c'est pas parce que tu as les bonnes attitudes sur un terrain que tu gagnes ton match. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. C'était enflammé. C'est difficile de leur expliquer. On va tout de suite marquer une page de pub et après la réclame, nous aurons le résultat. Le vrai super duel incroyable. Là, je me soumettrai. Calmez-vous. Là, je me soumettrai. Stop. Allez, pub. De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de l'Équipe du soir avant de parler de Thierry Henry qui a émis énormément de réserves sur le Paris Saint-Germain après l'arrivée de Messi. Il y avait un super duel royal et toute la France entière attend le résultat. Qui a gagné? Et bah c'est donc. Eh oui. Mais non, mais c'est Dominique qui est fier, donc tout le monde a retenu. J'avais un point personnellement, je dis parce que Didier, j'ai jamais eu de point. C'était énorme. Je vais t'expliquer quelque chose. Super content. Eric. Le point du président est bien plus important. Évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ne l'oublions pas. Le point du président est important, mais votre point à vous, chers téléspectateurs, est également très important. Derrière, ils sauvent. Surtout que ça compte, parce qu'à la fin, on compte les points en plus. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on compte à la fin. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous nous direz. Bien évidemment, on vous fera un décompte. L'important, c'est le vôtre, c'est pour vous. Le peuple se bat et que tous les jours, on essaie de machin. C'est très important. On parlera après de l'interview de Thierry Henry sur Amazon Prime qui a émis quelques réserves sur le Paris Saint-Germain. On va tout de suite passer au mercato avec Leroy Cabella. Et bah, on me dit, c'est très simple, je vais vous dire, je vais être honnête avec mes chers téléspectateurs, on devait faire le mercato et on va tout de suite commencer par Thierry Henry. Alors, Thierry Henry est consultant, vous le savez, pour Amazon Prime et il a évoqué l'arrivée de Lionel Messi. Si tout le monde, évidemment, est très excité à l'idée de voir Léo Messi en Ligue 1, de voir cette équipe du Paris Saint-Germain aller loin en Ligue des Champions, lui a émis certaines réserves. Je vais vous lire ce qu'il a indiqué. Pardonnez. Oh là là. Là, c'est la fin. Là, c'est la fin. Donc, il faut remettre le début, s'il vous plaît. Je ne vois pas du tout ce qui se passe, pardonnez-moi. Après, quand vous avez des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile. Mais quand je vois comment Paris évolue à l'heure actuelle, ils prennent un peu trop de buts à mon goût, pour aller plus loin. Je pense que quand il parle de plus loin, bien évidemment, il parle de la Ligue des Champions. Il m'a répondu non. Pas du tout à cette question, il n'est pas du tout inquiet pour le Paris Saint-Germain, il est contre Thierry Henry, c'est un homme qui aime être contre tout le monde. C'est Dominique Sévrac, vous avez 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. J'aurais préféré que l'ami Thierry Henry dise « Je suis un petit peu inquiet pour ce Paris Saint-Germain du mois d'août ».
celui où 50% de la défense ne sera pas celle qui va évoluer cette saison. Il n'y aura pas Abdou Diallo arrière gauche et il n'y aura pas Thilo Kehrer axe droit. Il y aura Marquinhos, le capitaine, le patron de la défense, qui sera là tout au long de la saison, normalement avec Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe qui a joué le trophée des champions en Israël avec 5 jours dans les pattes. Il était revenu de vacances 5 jours plus tôt. Donc juger de la qualité d'une défense au bout de 2 matchs, sans avoir l'effectif au complet, sans que Di Maria, sans que Neymar, sans que Messi, sans que Paredes, sans que Verratti soient encore revenus, je trouve ça complètement fou. L'équilibre de l'équipe, ça sera évidemment l'enjeu de la saison. Évidemment, quand vous jouez avec Mbappé, Messi, Neymar, ça va créer des déséquilibres, mais on n'en est pas là. Ils n'ont pas encore joué et ceux qui jouent ne seront pas ceux qui seront là plus tard. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir, puisque le visage définitif du Paris Saint-Germain, c'est pas le 16 août 2021, c'est, on va dire, peut-être dans 16 septembre. Merci Dominique pour voter. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, @l'équipe du soir. Je vais faire un petit tour de plateau pour savoir si vous avez convaincu, bien évidemment, vos toujours un U quelque part. Non, c'est vrai, parce que convaincre, c'est bien, mais je savais qu'à un moment, avec Dominique, il allait se passer quelque chose. Merci de m'avoir repris, mon cher Dom. Eric, est-ce que Dominique vous a convaincu? Ah bah, il m'a convaincu parce que j'étais complètement d'accord avec lui. Et ça, on vous demande pas de le dire, mon cher Eric. Dave? En très grande partie. En très grande partie. Pierre? Oui. Président? Ben oui, parce que c'est l'évidence. Je ne sais pas, Thierry Henry est encore, je sais pas, à Montréal, quoi. Il était, tu vois, dans un grand Boeing bleu de mer. Ah oui, quoi, truc, ouais, ben la défense, alors je sais pas, truc, voilà, bon, truc. Non mais. Je sais pas, c'est incompréhensible de sortir un truc pareil. Messieurs... Lui qui parle très bien football, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Comment tu peux juger la défense du PSG? Bon, non mais ce qui juge, je pense, c'est qu'il y avait déjà des soucis d'équilibre avant l'arrivée de Léo Messi. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, déjà l'an passé, prenait beaucoup de buts en Ligue 1. Oui, mais c'est pas pareil. Il y aura peut-être des solutions avec Ramos. Bernat, à un moment, va revenir. Hakimi n'était pas là la saison dernière. Wijnaldum, qui pourra peut-être rééquilibrer le milieu de terrain. Enfin, tu vois, je sais pas. Je sais pas. C'est dans un grand Boeing bleu. Non, mais c'est vrai, pourquoi tirer le signal d'alarme à Montréal. Pourquoi tirer le signal d'alarme? Parce que vous avez pris un but contre 3 et 2 contre Strasbourg, mais qu'au final, vous avez pris 6 points. Moi, je pense déjà les 2 buts contre Strasbourg. Le but à 3, c'est dans la folie. Le stade de l'Aube, il y a les supporters qui sont revenus et tout. Ils marquent sur un coup de pied arrêté. Et contre Strasbourg, il y a 3-0. Inconsciemment, et un peu comme hier les Marseillais face à Bordeaux, il y a un relâchement qu'il ne faudra pas reproduire systématiquement. Et donc, ils prennent 2 buts. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils en mettent un 4e. Mais il a tout dit, Dominique. C'est quoi? C'est un PSG qui ressemble à peine à 50% au PSG qui va attaquer la Ligue des Champions. Attendons le retour de celui qui est pour moi le patron derrière, c'est Marquinhos, et même pas que pour moi, c'est Marquinhos, Verratti, qui est super important. Et franchement, là, on en reparlera. On verra si le PSG... Tu vas pas avoir les mêmes arrières latéraux. Il n'y aura pas la même attitude. D'accord, mais messieurs, évidemment, il n'y aura pas les mêmes attitudes. Évidemment, il va y avoir des retours. Mais ne me dites pas que quand vous avez vu Léo Messi arriver, Léo Messi dans un équilibre, c'est vrai que c'est un joueur qui défend peu. Il y a déjà Neymar qui défend pas énormément. Il y a Mbappé aussi. Vous n'êtes pas posé la question de l'équipe. J'ai pas pensé à la défense. Je me suis pas dit, ouh là là, quelle catastrophe pour la défense. J'ai pas pensé ça. Bizarrement, quand Messi signe à Paris, je me dis pas, c'est non, mais il y a une question d'équilibre. Tu l'as un peu évoqué quand même dans ton... Oui, ça va être un enjeu. Voilà. L'enjeu, évidemment, qu'il est là, parce que Paris n'a pas toujours été un modèle d'équilibre. Et effectivement, avec Messi, ça veut dire que tu as un joueur qui ne défend absolument pas. Voilà, on l'accepte. Voilà, on l'accepte parce que c'est Messi, mais le fait est que, du coup, il faut vraiment le faire, ce travail-là. Sortons un petit peu de la réflexion de Thierry Henry sur ces 2 premiers matchs. Je ne sais pas si vraiment il les a vus. Je pense que c'était plus global, parce que ça fait quand même quelques mois qu'il y a ces problèmes-là. Si on fait une réflexion globale, évidemment que c'est un sujet d'interrogation, ça va être un sujet d'observation, parce que évidemment que une grande partie du destin de Paris va se jouer dans cette capacité-là. Néanmoins, alors c'est peut-être parce que c'est l'identité de l'adversaire et tout, mais par exemple Hakimi, je ne l'ai pas trouvé très concerné sur le plan défensif. Je l'ai trouvé très concerné pour l'instant avec le ballon. Sans le ballon, Linard, il avait des boulevards. Du coup, il a même fait une bonne seconde période. Il n'a que 22 ans, c'est un défaut qu'il escorte depuis le début de sa carrière. Je suis pas. Et si la question c'est Hakimi, est-ce que c'est un top joueur à son poste? Il n'y a pas de souci. Je dis juste que, compte tenu du fait que devant, tu vas avoir ce trio d'attaque qui, voilà, sur le plan défensif,
C'est pas Mané, Salah, quelque chose. Non, mais autour, il faut suis quand même. D'accord. Si il dit ça, attention, est-ce qu'ils vont trouver l'équilibre et tout? Parce que moi, j'ai pas vu sa déclaration. Ouais. Dans ce cas-là, oui. Ouais. Mais s'il prend comme base. Non, mais on est d'accord. Voilà. Non, c'est pour ça que je sortais un peu de la déclaration. Non, mais Dave, vous avez raison de sortir de la déclaration, puisque le sous-texte de Thierry Henry, c'est pour aller loin en Ligue des Champions. Il parlait aussi de son équipe quand il y avait Samuel Eto'o et Léo Messi. Derrière, il y avait un milieu qui était ultra performant. Giovanni ne sera pas significatif de ce qui va se passer avec les matchs à l'élimination. Mais vous n'avez aucune crainte sur l'équilibre global de cette équipe-là. Giovanni, l'équilibre dépendra aussi du système choisi, du schéma de jeu choisi par Mauricio Pochettino. À 3 derrière, peut-être à 3 derrière, où là je trouve d'ailleurs qu'Hakimi est encore plus performant. Mais il serait mieux de jouer en 3-5-2. Ouais. Tu vois, mais surtout aussi en termes de milieu de terrain. Mais tu vois, Neymar et Mbappé en Ligue des Champions, je les ai trouvés très concernés sur les replis défensifs. Oui. Contre le Bayern, contre Manchester City. Alors, ils n'ont pas passé contre Manchester. Mais il y a eu une transformation de ces joueurs-là. Donc on peut imaginer qu'ils n'auront pas les mêmes attitudes. Ça sera pas. Si jamais le huitième de finale c'est la Juve, le quart de finale c'est le Barcelone, la demi c'est le Real Madrid, ils vont pas jouer contre 3 et contre. Ils auront d'ici là trouvé, j'imagine, un équilibre d'équipe, un peu plus déjà. Donc pourquoi être inquiet en août sur un truc qui va se passer en février, en mars, et qui va mettre du temps à se mettre en place? Pardonnez-moi Dominique, et vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi l'historique du Paris Saint-Germain, il a quand même raison d'être un peu inquiet sur parfois le comportement de certaines stars au Paris Saint-Germain. Tout n'a pas été idyllique depuis que Neymar et Mbappé. Oui, mais enfin, si c'est pour nous dire ça, Thierry Henry, on l'attend ailleurs. On veut savoir ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il a retenu la cata de Lille ou Galette Pierre, on vous attend. Chacune de ses équipes. Voilà, c'est là qu'on attend Thierry Henry. Dans ce cas-là, après, pour des évidences, on s'en fout. S'il faut attendre, évidemment, on ne dit plus rien, puis on attend. Mais les équilibres, c'est valable tout le temps, ça. Oui, c'est valable. En attendant, c'est valable. L'équipe de France, elle est mieux équilibrée à l'euro. Elle ne fait pas cet euro de Pierre, on ne vous a pas entendu sur ce sujet. Il y a surtout un élément clé pour moi qui a été recruté au Paris Saint-Germain, c'est Wijnaldum, qui est capable d'équilibrer quasiment toutes les équipes dans lesquelles il joue. Moi, je me rappelle de situations avec les Pays-Bas où le latéral il va trop haut, lui il compense tout le temps. Il y a toujours ça. Après qu'Hakimi soit un peu rêveur et pense plus à attaquer contre Troyes ou Strasbourg, moi je lui en voudrais pas, c'est pas grave. Il se dit peut-être que dans l'axe, ils vont gagner le duel aussi de la tête. Donc, à un moment donné, faut comprendre qu'ils sont là pour être à des rendez-vous charnières dans une saison. Tu peux pas leur demander d'être concernés et de pas kiffer un peu si jamais ils peuvent jouer tout le temps. Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que on le sait, le PSG il en manque défensivement. Thierry Henry, je regardais la saison où il était, ils avaient 11 défenseurs. 11 défenseurs. Le PSG, déjà, ils arrivent, quand il n'y a plus l'un ou plus l'autre, ils mettent Kerrer, Diallo, Kurzawa est blessé, Bernat aussi, enfin, Dagba, le petit Dagba, j'ai rien contre eux, mais je veux dire, c'est que c'est forcément... C'est forcément d'un mois... C'est un peu... Enfin, c'est pas le même standing, quoi, à un moment donné, c'est normal. Et le PSG est en train de se structurer pour... Surtout qu'ils n'ont pas fini le mercato. On va pas voir chaque semaine la déclaration de Thierry Henry sur... Non, mais là, c'est un latéral gauche qui arrive. Là, messieurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, on n'est pas en train de juger le Paris Saint-Germain. Non, mais c'est une lapalissade. Mais non, mais à un moment, c'est quand même normal qu'on se pose la question de savoir... Mais bien sûr. Moi, il manque un 6. Alors, si tu veux qu'on rentre dans le détail, il manque un 6. C'était le but de la question. Ils ont beaucoup de milieux. Danilo, Herrera, Paredes, Verratti, Wijnaldum. Ils ont beaucoup de milieux moyens. Mais il n'y en a pas un... Il n'y a pas le N'Golo Kanté. Danilo, il peut jouer sentinelle, mais moi, c'est pas trop mon truc. Donc, il manque le... Est-ce que tu imagines un milieu à 3, en fait? Par exemple. Oui. Non, mais c'est parce que si on... Tu peux mettre Wijnaldum en 6, en sentinelle. Ouais, mais j'aime aussi quand il se projette. Non, mais parce que si on part de l'hypothèse d'Eric, et qui, à mon avis, elle se tient, c'est qu'avec une défense centrale à 3, mettons un 3-4-3 en quelque sorte, c'est un petit peu ça, puisque de toute façon, là, ton trio d'attaque... Décrivez-le, Dave, dans ce cas-là, si on parle de 3-4-3. Donc, tes 3 centraux, tes 2 latéraux pistons... Bernat, Hakimi. Voilà, tes 3 attaquants, et donc tu as un milieu à 2. Et moi, la question que je me pose, c'est Verratti dans un milieu à 2. Autant Verratti dans un milieu à 3, c'est merveilleux. Franchement, c'est un... On l'a vu à l'Euro. Voilà. Dans un milieu à 2, c'est là où j'ai un tout petit peu plus de... À très haut niveau, on ne parle pas de Strasbourg, 3, enfin, même si j'ai rien contre eux, mais... Ça se fait toujours bien de dire ça. Non, mais je veux dire, tu affrontes le Bayern, Verratti à 2 au milieu, je suis pas sûr. Verratti, Wijnaldum, moi ça marche, je suis convaincu. Peut-être. Parce que Wijnaldum va s'adapter à Verratti, lui il va le laisser. Il n'y a plus de Paredes. Il va le laisser. Mais de toute façon, toi tu pars d'un principe que tout le monde est valide. Et ce qui n'arrivera peut-être jamais dans la saison. T'as raison aussi.
Donc tu peux pas savoir. C'est vrai qu'ils ont 36 contrats, donc ils devraient trouver 11 jours. Ouais, mais Dominique, pas 36 Sergio Ramos ou Verratti. Vous parliez de Paredes, c'est marrant parce que depuis que Messi est arrivé, quand on fait des schémas à 3, celui qui est plutôt positionné en point de base, c'est souvent Idrissa Gueye. Vous voyez Paredes titulaire dans les matchs qui comptent si le Paris Saint-Germain est à 3 au milieu? Paredes, il a été adoubé par Neymar quand il est arrivé. Il y a un feeling humain qui passe. Ils sont devenus très amis. C'est un joueur qui est adoré dans le vestiaire. Il est aussi en sélection avec Scaloni de l'Argentine. Je vois pas comment il pourrait sortir de l'équipe avec à la fois la protection de Neymar et je pense la bénédiction de l'ami Messi. Donc je serais très surpris que ça soit Idrissa Gueye. Mais dans ce cas-là, on est plus sur un 4-3-3. Hein. En 4-3-3, oui, ou un 4-2-3-1, parce qu'il y a aussi cette possibilité de voir Wijnaldum ou Verratti dans ce rôle de 10, parce que Pochettino l'a aussi fait. Ça veut dire que vous sortez Di Maria devant, quoi qu'il arrive. Ah oui. Di Maria, la question va se poser, non, messieurs, par rapport à ça. Mais il n'y a que 11 postes. À un moment donné, on ne va pas empiler les joueurs. Oui, non, mais c'est le grand perdant de l'histoire. Jusqu'en demi-finale, aller de la Ligue des Champions, avant le retour contre City, il joue en 4-2-3-1, l'ami Pochettino, avec ses 4 devant. Avec les 4, ça peut être Verratti qui fait un des 4, parce que parfois il n'y avait pas Neymar. À Barcelone, il n'y a pas Neymar. Mais Pochettino fait 4-2-3-1 jusqu'à la demi-finale aller. Et il change au retour. Oui, mais sauf que, Dominique, si on suit votre raisonnement, s'il met les 4, c'est-à-dire Di Maria à droite, Neymar ou Messi en 10, Mbappé devant, ça veut dire qu'au milieu, vous le voyez, vous, sortir Wijnaldum ou Marco Verratti pour mettre Paredes. Comme l'a dit Pierre, il n'y a que 11 postes, donc ils seront 8 pour 2 places. Parce qu'il y a aussi Danilo Pereira, il y a aussi Herrera, il y a aussi... C'est aussi le boulot de Pochettino de faire des choix et qu'il soit... Bien sûr. Voilà, c'est son travail à un moment donné. Si quelle est la meilleure paire? Tu as des gens qui vont sur le banc qui n'ont pas envie d'y aller. Hein. S'ils sont que 2 devant la défense, quelle est la meilleure paire? Paredes, Verratti, Wijnaldum, Paredes. En termes de complémentarité, oui, il y a une vraie question. Et puis, Dave, juste, il y a quelque chose qui m'intéressait dans la réflexion que vous venez de faire, je vous ai entendu. Vous disiez le grand perdant de l'histoire, c'est Di Maria. Ouais. Vous êtes convaincu de ça? En tout cas, alors je suis d'accord avec vous, c'est quelqu'un qui a pu retourner la situation plusieurs fois parce qu'on oublie, mais dans son histoire, c'est pas un long fleuve tranquille à Paris. Et parfois, il était plus proche du banc, machin. Et finalement, c'est plutôt quelqu'un, contrairement à Draxler, qui a abdiqué à un moment. Di Maria, il n'a jamais lâché. Mais là, et ça revient à la réflexion qu'on avait, c'est-à-dire que avec Messi, tu vas quand même devoir augmenter par ailleurs le kilométrage, le volume de course des autres autour. Voilà, on va devoir un peu courir pour lui ou autour de lui, s'animer. Et c'est pour ça que tu vois déjà Paredes, Verratti, volume de course, pas exceptionnel non plus. Tu vois. Verratti, ça court. Hein. Ça court, mais ça court pas loin. Ça court pas. Tu vois, il a le physique qu'il a, un temps, une autonomie. Ça, les 5 changements, ça va aider. C'est pour ça que moi je vois Wijnaldum pour le coup là-dessus incontournable. Je suis pas convaincu que le Messi de Barça soit le même que le Messi du PSG. Hein. C'est-à-dire c'est-à-dire que il va se transformer en Kenyan. Non, je dis pas que ça va être Griezmann et qu'il va défendre de tous les côtés. Ouais. Mais je pense que dans le placement, il peut faire des choses qu'il ne faisait plus au Barça. Tu sais, changer de club. Alors, je suis pas du tout. Tu remets en cause un peu ton confort. Non, pas du. Ouais, je pense que lui a une certaine remise en question aussi en arrivant dans un nouveau club. Il a envie de réussir. Ouais, je pense. Enfin, on n'arrête pas de me le dire depuis 10 ans que je suis tout le temps dans le même club, je suis dans le confort. Là, le fait de se mettre en danger dans un autre club, je pense que inconsciemment, tu as peut-être envie de faire les choses bien aussi. Il y a autre chose qui va avantager Messi, c'est que les dernières saisons, il portait littéralement et tout seul le Barça, alors que là, Neymar pourra être son pendant et le porter aussi, et ça lui donnera un petit peu des temps de récupération autres. Quoi. Didier, si je dis pas de bêtises, c'est vous qui m'évoquiez que le mercato du Paris Saint-Germain n'était peut-être pas terminé. Et figurez-vous que Leroy Cabella a une info pour vous, on revient tout de suite. Oui, c'est un mercato qui pourrait encore nous étonner du côté du Paris Saint-Germain. Regardez cette information de Damien Degore. Le Paris Saint-Germain garde un œil sur Camavinga et Paul Pogba, des opérations qui ne sont pas impossibles pour le Paris Saint-Germain. Vous pouvez lire cet article d'ores et déjà sur le site L'Équipe. Bon, et voilà, messieurs, donc le mercato du Paris Saint-Germain pas terminé, selon le journal de L'Équipe. Un œil sur Pogba et Camavinga. Pogba, je pense qu'ils vont quand même attendre. On rappelle qu'il est en fin de contrat en 2022. Il arrive libre, parce qu'en fait, Manchester ne veut pas le négocier avec le Paris Saint-Germain. Après, ça, c'est le 16 août, hein, le 29 août. Si on vous dit il y a 100 patates qui arrivent, peut-être que Manchester dira nous, on en a mis un petit peu sur Sancho, un petit peu sur Varane. Si on peut récupérer. Quant à Camavinga, c'est un pari un peu d'avenir. Est-ce que Paris a besoin tout de suite de lui? Je crois pas. On peut l'acheter et le prêter du côté du PSG. C'est cher achat pour le prêt quand même. Hein. C'est 40 millions. Giovanni, tout à l'heure on parlait du Stade Rennais. Camavinga a démarré sur le banc hier, ce qui n'est pas du tout anodin. On rappelle aussi en fin de rencontre.
On rappelle aussi que la situation contractuelle pour le coup de Pogba et Camavinga est la même puisque les deux fins de contrat sont en juin 2022. Dave, par rapport à ces deux pistes-là, Camavinga et Pogba, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pogba, moi je le vois, si jamais ça doit se faire, j'imagine ça plutôt l'été prochain, pour une raison simple, il sera libre. Alors je dis pas qu'il y a toujours des histoires d'argent, mais ça te permet à coût zéro, je parle pas du salaire ou de la prime à signature, mais à coût zéro, de réaliser un gros coup. Parce qu'il y a aussi le storytelling c'est-à-dire que chaque été, tu dois nourrir le feuilleton. On sait qu'ils se nourrissent de cette image. Là, tu as quand même fait un recrutement. Tu vois, limite, Pogba, c'est presque la queue de la comète là, dans l'histoire. C'est trop, ouais. Non, mais c'est énorme quand même. Mais tu peux, juste sur Pogba l'été prochain, déjà, t'assurer un super recrutement. Et pour le coup, à faible coût, tu peux vraiment communiquer dessus. Là, tu auras fait ça. Voilà. Ça ressemble à une préparation de terrain. Voilà, ils ont deux atouts dans cette affaire, c'est que les deux joueurs veulent venir. Oui. C'est que Pogba et Camavinga sont hyper fans. Pogba, on est convaincu qu'il veut aller au Paris. Parce que la presse étrangère dit aussi que lui a toujours son rêve de jouer au Real Madrid. Ah oui. Non, là, il veut vraiment jouer au Paris Saint-Germain. Vous en êtes convaincu? Ah oui, j'en suis même sûr. Il a signé Dominique Sévrac. Si vous êtes Florentino Pérez et vous voulez un petit peu réagir à cette actu brûlante de l'été avec l'arrivée de Messi à Paris, faites venir Paul Pogba et Kylian Mbappé, et alors là, vous faites un carton. Il y a juste une petite précision. Allez-y. Cet hiver, Pogba était un petit peu sondé. Alors son entourage, je ne sais jamais si j'ai le joueur directement, mais en tout cas, son entourage a été sondé par le PSG. Et en fait, il a demandé, mais quelle équipe il y aurait? Voilà, il a posé cette question. Bon, maintenant, il le sait. Mais maintenant, est-ce que Paris a tout de suite besoin de... Il a posé la même question que Mbappé finalement. Alors. Ouais. Oui, ce qui est un peu normal. Et là, on peut comprendre que l'équipe alignée fasse envie à Paul Pogba. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur les dossiers Camavinga et Paul Pogba au Paris Saint-Germain, rendez-vous sur le site de l'équipe. Il y avait une minute pour convaincre, c'était Dominique Sévrac par rapport aux propos de Thierry Henry. Est-ce qu'il vous a convaincu? Eh bien oui, mais bien sûr que oui. Quel homme. Bravo Dominique, vous êtes content? Surtout d'avoir contredit Thierry Henry, c'est une fierté personnelle. Ça vous plaît? Oui. Bon bah écoutez, c'est très bien. On va tout de suite retrouver Leroy Cabella pour le Mercato Express et on va parler du Paris Saint-Germain encore et toujours et le Bayer Leverkusen qui a déjà acheté Mitchell Bakker au PSG, qui ne s'arrête plus, qui vise un autre Allemand du PSG. Oui, Julian Draxler pourrait débarquer au Bayer Leverkusen pour un prix estimé à 20 millions d'euros selon Bild qui nous l'apprend ce matin. Mais il se dirait que Draxler hésiterait à lâcher sa vie parisienne et son salaire de 8 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Je peux comprendre qu'un salaire de 8 millions d'euros, on réfléchisse avant de le quitter. Alors, il a envie de jouer au foot un peu? Mais si, mais il joue un peu au Paris Saint-Germain. Oui, mais il joue parce que vous avez vu qu'il était en tribune. Il a taclé le week-end dernier. Il récupère un ballon pour le but. Il n'a pas fait un si mauvais match. Non, il a fait pas mal, Draxler. Oui, il a fait un match pas mal. Messieurs, ça c'était une piste qu'on nous annonçait très très chaude et visiblement, selon l'équipe, ça se refroidit. C'est la piste de Layvin Kurzawa à l'Olympique lyonnais, Leroy. Oui, le dossier semble trop complexe pour l'Olympique lyonnais qui va abandonner ce dossier. Du coup, l'OL se tourne vers un champion d'Europe, l'Italien Emerson, en manque de temps de jeu à Chelsea. Dave, vous voulez réagir à cette info? Oui, parce qu'en fait, le rapprochement, il avait eu lieu avec le joueur. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'aurait pas perçu le même salaire qu'à Paris, environ 500 000 euros bruts au PSG. Ça commençait à avoir un point de convergence aux alentours des 350 et puis bon, peut-être des choses en agrément. Le truc, c'est que Paris, par contre, veut un transfert sec parce qu'ils ont envie de cash, etc. Ils n'ont pas intérêt à faire un prêt avec option. Donc, et là-dessus, Lyon n'est pas disposé pour l'instant à mettre de l'argent. Dominique, par rapport à il a raison. Il n'y a pas d'autre piste pour Kurzawa? Il a refusé la Turquie. Ouais, le Galatasaray. Voilà. On va maintenant aller du côté de l'Olympique de Marseille. On l'a évoqué un petit peu dans la thématique du jour. C'est Paul Lirola qui devrait arriver prochainement à l'OM. Il était même à Marseille ce week-end, Paul Lirola, selon la Provence. Mais ça ne veut pas dire que l'affaire est bouclée. Marseille souhaiterait payer en plusieurs fois les 12 millions réclamés par la Fiorentina qui, de son côté, veut un paiement sec. En revanche, il y a un joueur qui s'éloignerait de l'Olympique de Marseille, c'est Daniel Vass. Oui, alors qu'on annonçait un rapprochement ces dernières semaines, eh bien, il s'éloigne de l'Olympique de Marseille. Voici ce que déclare son entraîneur José Bordalas, qui veut garder Vass. J'ai parlé avec Vass, il s'est engagé avec le FC Valence, il veut jouer. C'est un grand professionnel. Nous allons compter sur lui car il est en forme. Est-ce que, tant Lirola, j'ai bien compris tout à l'heure, messieurs, que c'était essentiel pour vous qui viennent à l'Olympique de Marseille. Daniel Vass, Eric, est-ce que c'est un recrutement aussi important pour Marseille? Moins, je pense, que Lirola. Oui. Honnêtement, même si je partage l'opinion de Pierre tout à l'heure qui disait que Vass, ça aurait été un bon coup aussi pour l'OM. Très polyvalent, Daniel Vass. Sa polyvalence, latéral droit, milieu défensif. Coup de pied arrêté. Oui. Mais si vous avez, coup de pied arrêté, si vous avez le choix entre les deux, moi je pense que Lirola c'est très bien. En plus, il a ses repères, ses habitudes.
avec ce qu'il a vécu ces derniers mois à l'OM. Donc c'est très bien que ça se passe comme ça. Au niveau des ventes, l'Olympique de Marseille s'active aussi et on pourrait perdre Dario Benedetto qui a des touches en Espagne, Leroy. Oui, une offre du Betis Séville est arrivée sur le bureau de l'Olympique de Marseille. Selon Estadio Deportivo, Marseille qui voudrait un prêt sans option d'achat, tandis que du côté du Betis, on voudrait un prêt avec option d'achat à 10 millions d'euros. Ça négocie encore pour l'instant. Le Betis, Dave, c'est une bonne idée pour Benedetto, non ? Il faut qu'il se relance, clairement ça le fait pas. Il n'avait pas si mal démarré d'ailleurs à Marseille, mais bon, voilà, clairement il y a pépins physiques aussi souvent. Voilà, les pépins physiques, j'allais le dire, on sent qu'il manque de volume un peu, c'est ce qui me fait l'impression que la Ligue 1 est trop volumineuse. C'est vraiment un joueur qui fonctionne par cycle. Ouais, c'est vrai. Franchement, il va avoir une période comme il avait démarré très fort en marquant les 4 buts en 4 matchs, puis il va s'éteindre. Puis revenir, marquer 3 buts en 5 rencontres. Et parfois même un peu en super sub et tout, mais après peut-être le championnat d'Espagne. C'est souvent quand même un cycle mauvais, c'est pas très bon quand même. Didier ? Non, lui qui est un bon remiseur aussi parce qu'il est bon dans le jeu, le football espagnol peut-être se prêtera plus à ses caractéristiques. Et au Betis ? Après, à sa décharge, être avant-centre avec Villas-Boas, bon après chacun a ses options de jeu, mais c'était très difficile et après il a été blessé, après on l'a un peu perdu, c'est compliqué de revenir quoi. Il y avait cette étiquette de grand attaquant aussi qui en plus. Aussi, je pense. Ouais, mais il sortait de... Oui, c'est vrai. Et en plus, au Betis Séville, il pourrait retrouver un Français qu'on aime beaucoup, c'est Nabil Fekir. En revanche, cette nouvelle, pour le coup, elle fait beaucoup moins plaisir à la Ligue 1. C'est Pape Matar Sarr, la pépite du FC Metz, qui serait très courtisé en Première Ligue, Leroy. Oui, et son président Bernard Serin serait actuellement en Angleterre et discuterait avec 3 clubs. On parle de Manchester City, Manchester United et Chelsea, selon Sky Sports. Un transfert estimé à 40 millions d'euros pour la pépite de 18 ans. City, ils en ont besoin. Non, ils n'ont pas besoin. Et Eric, un mot sur Matar Sarr ? Je trouve que ce serait une énorme perte pour le FC Metz. Alors après, je pense qu'il a effectivement la tête ailleurs. Ça s'est vu ce week-end. Il a dit Frédéric Antonetti, il a dit qu'il avait 6 joueurs qui ont joué contre Nantes, qu'il y en avait 5 qui vraiment avaient... Non, mais avec la chute de Mediapro, avec tous les problèmes qu'a eu la Ligue 1, 40 millions pour un club comme ça, c'est monstrueux, 40 millions d'euros. Il y a Endoram qui s'est blessé aussi. Comment ? Il y a Endoram qui s'est blessé. Endoram qui est absent, fracture de la clavicule pendant plusieurs semaines, donc ça fait pas mal de soucis. Mais je comprends que financièrement, Metz n'est pas le choix et se sépare, mais de l'un de ses meilleurs joueurs. Il n'a que 18 ans, mais il est vraiment très fort. C'est vraiment une pépite et ça serait une très mauvaise nouvelle pour Metz et pour la Ligue 1. On va passer à l'étranger désormais et Alexandre Lacazette qui serait courtisé par le FC Barcelone, Leroy. Oui, alors qu'il est annoncé sur le départ depuis quelques jours et notamment à Barcelone, comme vous le dites. Le média Transfer Window annonce aujourd'hui qu'Arsenal souhaiterait se séparer de Lacazette, mais que le Français veut absolument rester à Arsenal, donc pas question de départ pour l'instant. Pierre, je trouve qu'elle est bizarre l'histoire d'amour entre, si on peut appeler ça une histoire d'amour, entre Lacazette et Arsenal. On a l'impression que la greffe a jamais prise. Ouais, c'est vrai, il a eu des fulgurances pendant des années, des mois, et puis après aussi des petits trous d'air, mais... C'est peut-être la greffe entre Lacazette et Arteta qui n'a pas... Ouais, c'est aussi ça, Il le met souvent en remplaçant quand même. Hein. Mais bon, il arrive dans une période où il y a Aubameyang aussi qui était quasiment en feu. Après, il a pris sa place parce qu'il a été irréprochable. Il a essayé de les mettre à 2 aussi. Après, je sais pas. Enfin, moi, c'est un transfert qui me surprend quand même. Oui, évidemment, faudra attendre. Du Barça, Dave, est-ce qu'on, je dis pas ça méchamment, mais est-ce que c'est un problème de niveau ou tout simplement c'est une connexion, comme le disait Eric, entre Arteta et Lacazette? Moi, franchement, Lacazette, c'est un joueur que j'adore. Je trouve qu'il sait faire plein de choses. Mais vraiment, il sait faire beaucoup de choses. Je pense que collectivement, individuellement, c'est un top joueur. Il sent le foot, il a à peu près tous les registres. Moi, je pense aussi que Arsenal, c'est une équipe. T'as l'impression qu'il y a une boussole dans cette équipe? Moi, j'ai l'impression J'allais dire, c'est un peu une équipe Bourbier. Désolé de dire ça. Mais il y a un petit peu de ça. T'as l'impression que le projet est à chaque fois pensé, à repenser, etc. Ils étaient partis sur le truc d'Emery. Et puis finalement, ils basculent sur Arteta. Et puis finalement, Arteta, tu ne sais pas exactement si Lacazette, Aubameyang, c'est vraiment sa tasse de thé. Parce que peut-être il voudra un jeu un peu plus placé. Ces flèches-là, est-ce que ça correspond? T'as l'impression, comme tu parlais de greffe, mais t'as l'impression qu'en fait, le timing est jamais très bon. Moi, franchement, s'il a la possibilité de partir, moi je pense que c'est vraiment un super attaquant. C'est une régression du coup de passer d'Arsenal à Barcelone pour le coup. Ah bah non, oui. Quand on voit la situation d'Arsenal actuellement, effectivement. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui a prolongé un homme fort, son gardien Thibaut Courtois. Et une bonne nouvelle aussi pour la Belgique, Thibaut Courtois qui prolonge donc jusqu'en juin 2026, indiscutable depuis son arrivée en 2018. Le gardien de 29 ans, notamment meilleur gardien de la Coupe du Monde 2018, continue l'aventure avec le club merengue. Pour le coup, son histoire avec le Real avait débuté un petit peu de manière bizarre avec Keylor Navas.
mais depuis maintenant désormais plus d'1 an, il est monstrueux. Bah, le titre l'année dernière, donc, celui-là évidemment celui d'avant, on a beaucoup parlé de Benzema, de Ramos. Franchement, il a été déterminant. Le nombre de matchs que le Real avait gagné 1-0, 2-1, etc., où c'est lui qui sauve, mais alors sur des 1 contre 1, franchement, c'est un top gardien. C'est évidemment un top gardien et bonne nouvelle pour vu la charnière qu'il y avait. Comment vu la charnière qu'il y avait cette année. Ah oui, mais là on va attendre de voir. C'est bien. Ça va attendre. On va attendre. Un bon gardien le Real. On reste en Espagne puisque une nouvelle pour un Français, un Jules Koundé qui devrait vraisemblablement rester à Séville, Leroy. Exactement. Son entraîneur Lopetegui ne le voit pas partir du FC Séville. Voici ce qu'il déclare en conférence de presse. Malgré l'intérêt des clubs de Première Ligue, il n'y a rien qui me dit qu'il ne continuera pas l'aventure avec nous. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Des choses peuvent arriver jusqu'au 31 août. Nous devons renforcer quelques postes et nous y travaillons. Je l'aurais bien vu au Real, moi. Ah bon? C'est l'Angleterre, là, il parle d'Angleterre. Moi, j'aurais bien voulu qu'il aille au Real. Ouais, au Real. Et il était aussi courtisé un temps par United, mais finalement, United a pris. Il connaît bien le championnat espagnol. Il irait au Real à la place de Varane, ça serait pas mal. On va finir avec un départ en Angleterre du côté de Chelsea. C'est Tammy Abraham qui va rejoindre José Mourinho à la Roma. Oui, pour un prix de 45 millions d'euros en provenance de Chelsea. Tammy Abraham qui est arrivé à Rome, vous le voyez. L'Anglais a signé jusqu'en 2026 pour un salaire de 6 millions d'euros annuels. Sa clause libératoire est de 80 millions d'euros. Pierre, je vous vois réagir, vous hochez un peu de la tête, surprend? Moi, je trouve que c'est très très cher, moi surtout. Oui, c'est cher. 45 millions d'euros pour Abraham. Surtout de la part de la Roma, je trouve que ça. Ils sont séparés de Dzeko parce que. Il est parti à l'Inter. Donc, mais c'est un gros pari, je trouve. C'est cher. Quand on prend José Mourinho, il faut des sous, c'est cher, et il faut des recrues. Il éditorialise. Et quand on est attaquant, on sait qu'on jouera. Ça va pas être une partie de plaisir, quoi. Ça dépend. Avec José Mourinho. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Son Chelsea. Demandez à Didier Drogba. Il y en a plus derrière vous que. Il faut des sous pour les indemnités que tu lui paieras. Pour le licenciement. C'est fait. Daniel Lévy, si vous nous entendez. On va passer à l'Olympique Lyonnais parce que on rigole, mais à l'OL, ça va pas bien du tout. Non, ça va pas bien du tout du côté de l'OL puisque l'OL a pris 3-0 face à Angers ce week-end. Ils avaient commencé leur saison par un match nul à domicile face à Brest et l'entraîneur Peter Bosz a eu des mots vraiment très très durs envers son équipe. On l'écoute tout de suite. On peut parler la défense, on peut parler les joueurs individuels, mais le foot ça commence avec la mentalité de vouloir gagner un match et là-dessus il faut donner 100%. Ça j'ai vu à Angers, j'ai pas vu chez mon équipe. Alors bien sûr, moi je suis là que depuis 6 semaines, 7 semaines. Je ne sais pas comment ça s'était avant. J'ai vu que ce match aujourd'hui. Et si on veut gagner quelque chose, ça doit changer vite. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas du tout content avec ça. It makes me crazy, yeah. Ça l'a rendu fou. On a vu la colère, c'est bien parce qu'il parle évidemment français, c'est intéressant. La question qu'on se pose, elle est toute simple. Est-ce que Peter Bosz peut changer la mentalité de l'Olympique Lyonnais? Il m'a répondu oui. C'est le professeur de l'équipe du soir et il a 1 minute pour convaincre. C'est à vous, Dave. Bravo, Dave. Eh oui, moi j'y crois à Peter Bosz parce que c'est un entraîneur qui arrive avec une vraie méthode. Il n'y a pas qu'une seule méthode, mais lui, il a la sienne. Elle est inspirée des Pays-Bas. Et effectivement, dans cette méthode, il faut beaucoup courir. Il faut beaucoup penser collectif. Et ce sont des choses, effectivement, ces dernières saisons qui avaient été oubliées du côté de l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, ça ne se change pas en un claquement de doigts quand il y a eu des mauvaises habitudes de prise. Évidemment, ça prend un petit peu de temps. Mais il a l'avantage de s'appuyer sur quelque chose, sur du contenu. On connaît un petit peu, on commence à deviner sa personnalité. On l'avait vu aussi en Allemagne. C'est pas un entraîneur politique. C'est pas quelqu'un qui, par exemple, va devoir copiner avec ce qu'on appelait un petit peu le gang des Lyonnais. Et ça, ce qui a été un petit peu enterré, tous les entraîneurs lyonnais. Rudi Garcia, même Bruno Genesio, etc. Il fallait un petit peu composer avec les Lyonnais un petit peu de souche. Ils sont de moins en moins présents. Et lui, on sent qu'il s'en détache facilement. Et puis il y a un dernier point, c'est qu'à mon avis, il va être largement soutenu par Juninho, qui lui aussi n'a plus le droit à l'erreur dans son rôle. Il doit y avoir une force commune et elle sera là. Merci beaucoup Dave. Je vais demander à vos chroniqueurs, à vos camarades du soir, si vous les avez convaincus. Eric, est-ce qu'il vous a convaincu, Dave? Oui. Oui.
Pierre? Complètement. Complètement. Oh, Pierre, vous êtes enjoué. Dominique? Oui, pour une fois, oui. Je m'y attendais. Mais c'est trop beau, c'est trop. Le président a vie de l'équipe du soir. Je ne suis pas spécialement convaincu, mais j'ai envie de l'être, quoi, parce que... Ah, ça m'intéresse. Allez-y, déjà, j'ai apprécié sa sortie, de dire les choses. C'est assez rare pour un entraîneur, et on ne connaît pas trop ça en France, parce que tu te dis, avec les divas, si je me les mets contre moi, tu vois, et c'est dangereux, quoi. C'est un double tranchant. Ça peut réveiller d'un côté, d'un autre, il y va franco. Moi, j'aime bien les gens qui vont franco, mais je peux comprendre qu'on soit diplomate aussi, parfois, parce que tu n'as pas les coups des franches. Enfin, c'est pas facile avec les footballeurs qui sont maintenant en position de force. Autrefois, non. Maintenant, si tu veux faire la gueule, tu fais la gueule. De toute manière, ces joueurs-là, ils savent qu'ils trouveront un autre club, que voilà, ils sont là en général que de passage. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que Lyon, ils doivent à tout prix se renforcer. C'est-à-dire, je serais convaincu qu'ils s'en sortent s'il a un autre effectif qui aidera peut-être aussi à ce que certains se bougent et qu'ils soient un peu mis en concurrence, si tu veux. Et un gars comme Depay, que j'ai toujours trouvé hyper important dans le système de jeu de Lyon. Très bon avec Barcelone pour ses débuts. Voilà. Alors pour ses débuts, tu vois, l'air de rien, la presse espagnole, moi j'ai jamais vu ça dans la presse française. Hein. Pour qu'ils se prennent des boulets rouges dans la tête, j'ai vu. La presse espagnole a été dithyrambique. Et il y a même une partie de la presse, et même ils lui ont donné un surnom, ils ont dit que c'était... Magicien. Un magicien. Ah, jamais bon, hein. Un journaliste français, tous médias confondus, que ce soit presse écrite, que ce soit radio, que ce soit télé, que ce soit machin, n'a dit un jour, même s'il faisait un bon match, parce qu'après des fois c'est vrai qu'il était moins bon ou des choses comme ça, comme tout un chacun. Hein. Je ne dis pas que c'était un fioriclasse, mais je dis que c'était un joueur dans le système lyonnais, parce que non seulement il participait, mais il était archi-passeur. Et buteur aussi, c'est beaucoup pour J'ai vu des papiers dithyrambiques sur Memphis Depay, quand j'en ai fait des dithyrambiques sur Javier Pastore quand il est arrivé. Ça arrive souvent. Sur Depay. Ah mais c'est toujours formidable ici, parce que moi je dois vivre dans une autre galaxie, c'est-à-dire que quand j'entends, ou quand je lis des trucs, et le mec s'en prend plein la gueule. Tu lis pas les bons journaux, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Je regarde pas les bonnes émissions. Aussi. Ou alors je fais pas les bonnes émissions. Ah non. Et ici, il en a pris plein la gueule. Mais maintenant, vous allez avoir le culot de me dire, attends, il était encensé de paille. Vous êtes des faux culs. Non mais c'est vrai, vous êtes on va recentrer. Assumez au moins vos trucs, moi que vous le descendiez ou machin. Jamais. Alors, tu vas me sortir tes papiers ou tu l'as traité de magicien, d'accord? Mais moi j'écrivais pas sur lui, je te parle de Javier Pastore. Ah, tu me parles de Pastore. J'ai dit que ça arrive très souvent. Mais Pastore, c'était un joueur exceptionnel. Et Pastore, je veux dire, la presse, messieurs, est-ce qu'on peut retourner à Lyon? Sympa avec lui, et je trouve ça très bien d'ailleurs, parce que c'était un super joueur. Depay, je trouve qu'il y a eu vis-à-vis de lui, c'est pas si c'est un délit de sale gueule ou faire un peu la fine bouche ou parce que c'est Lyon, c'est spécial. En tout cas, il est bien traité en Espagne, Didier. Ben, écoute, je très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne saura jamais si son profil se serait marié avec la philosophie de jeu de Peter Bosz. Et pour revenir au débat, je pense qu'elle serait mariée, parce que c'est un bon footballeur. Mais le problème, c'est qu'on ne le saura jamais. Mais on le sait, mais c'est pas qu'on le sait jamais. C'est un super footballeur, et Bosz, il veut des super footballeurs pour jouer au football. Moi, je pensais qu'il y en avait des super footballeurs sous la main, Peter Bosz à Lyon. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire et par rapport. D'accord, dis-moi, Toko Ekambi, c'est super joueur. Dembélé, c'est super joueur. Dembélé, moi je trouve que c'est super joueur. Awar, c'est super joueur. Awar, ça peut être un très bon joueur, mais il se perd souvent. Je te parle d'attaquants, parce qu'à un moment, il va falloir les mettre, les buts. Maintenant, si tu me dis que Toko Ekambi, c'est un super joueur, tu parles de renfort, Didier. Tranquille, je vais dans un autre pays, tu vois. Tu demandes des renforts à 15 jours de la fermeture du mercato, alors que Peter Bosz... Je pense qu'il les demande avant, et je pense que Depay, il n'est pas parti à 15 jours. Parce que Bosz, il est arrivé il y a pas mal de semaines. Je pense que ça fait 2 mois qu'on sait que Depay s'en va, même plus. Et que sa philosophie de jeu qu'il a mise en place depuis plusieurs semaines, c'est pas en 15 jours avec des nouveaux joueurs, et encore faut-il qu'ils arrivent, ces nouveaux joueurs, qui va réussir à faire en sorte que la mayonnaise prenne et que Lyon rattrape les points perdus actuellement. Je pense que sur la mentalité, pour revenir au débat, sur la mentalité, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est capable, évidemment, de faire évoluer la mentalité. Il l'a fait à l'Ajax, il a montré son savoir-faire à l'Ajax. À Leverkusen. Aujourd'hui. Eric, juste par rapport, parce que je sais bien que Peter Bosz est un entraîneur qui sait mettre sa philosophie en place. Mais Dave le disait dans sa minute pour convaincre, à Lyon, c'est un contexte particulier. On a l'impression que peu importe les entraîneurs, on voit toujours la même équipe. Je pense que vous êtes quand même convaincu de ça. Sa mission, c'est de sortir les joueurs lyonnais de leur confort. Et vous pensez qu'il va y arriver? Oui, mais
Les sortir de leur confort, c'est une chose. Et c'est vrai que ça a été l'éternel problème de Lyon, puisque avec des entraîneurs un peu différents, on disait parfois, ils se subliment pour tel match, et puis là, ils s'endorment ou des choses comme ça. Ça va être une mission. Mais la mission, pour avoir des résultats, moi, je suis assez inquiet pour Lyon par rapport à ce que j'ai vu et par rapport à ce que je connais des joueurs qui sont en place. Et de savoir s'ils ont s'ils s'adaptent. C'est qu'ils sont... il leur manque des joueurs et pas des moindres. La limite du raisonnement de Dev, c'est par rapport à l'attitude de Juninho. Tu dis, ils sont dans le même bateau, il n'a plus le droit à l'erreur. Écoute, je ne le connais pas, j'ai pas l'impression de loin qu'il soit d'une extrême franchise comme directeur sportif. Ce qu'il a fait avec Silvinho, ce qu'il a fait avec Rodi Garcia, j'ai très peur. Non, mais peut-être qu'il est politique, mais j'ai très peur. Oui, mais il va être comptable. Si le bateau coule, ils disent, c'est pas moi. Alors, Pierre, vas-y. Pierre, à un moment donné, quand tu recrutes Peter Bosz, tu sais à quoi t'en tenir. Je veux dire, là, ce qu'on voit, c'est pas du Peter Bosz, on est d'accord. Donc, à un moment donné. Ce qui est normal que ça prenne du temps. Hein. Mais bien sûr, déjà, c'est normal que ça prenne du temps. Deux, je pense. Il n'y a qu'avec Galtier que ça prend pas de temps. Non, mais je pense que Didier Une semaine, ça a pris. 2 journées. Je pense que Aulas et Juninho voulaient exactement ça, en fait. Un entraîneur capable de sortir de ce qu'on avait comme coach en fait avant. Logiciel. Et en fait, le fait d'arriver et de foutre les mains dans le cambouis directement en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Évidemment, Aulas et Juninho, ils sont derrière lui à 100%. C'est sûr. Moi, j'en suis convaincu parce que là, tu pars sur un nouveau projet. Tu sais très bien que t'as pas les joueurs. Donc tu vas pas faire du Peter Bosz tout de suite. S'ils le prennent, c'est pour partir sur un cycle de peut-être 2, 3, 4 ans. Ce qu'on espère. Mais voilà, mais que ça mérite. Et même si ça se passe mal, faut être honnête avec tout le monde. Même si ça se passe mal, c'est pas une erreur de l'avoir pris. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que laissons-lui du temps, lui dire toi, c'est pas bien ce que tu fais. Moi, quand j'ai vu les attitudes de Marcelo. Mais moi, Marcelo, mais il a eu un dans l'équipe. Hein. Non, mais il a eu un dans l'équipe, c'est très très rare. Parler de son but, la façon dont il court et la façon dont il regarde les gens comme si c'était jamais de sa faute. Franchement, moi, ça m'a tué. Je me suis dit, mais en fait, il se fout de la gueule du monde, quoi. Marcelo. Merci pour les gros mots, mon cher Pierre. En tout cas, est-ce que Dev Apadou, il a convaincu le tour de table? Est-ce qu'il vous a convaincu, vous? Le résultat tout de suite de la minute pour convaincre. Oui, c'était serré, mon Dave. Mais ça c'est bien parce que tu pouvais partir de. Vous avez été brillant. Mais les gens sont pas Lyon, c'est pas gagné. Les gens sont déjà pas loin de couper la tête de Peter, quand même. Ah oui. Parce que déjà 53-47. Je pense. On m'attendait à mieux. Ah non, mais moi je suis d'accord avec toi. Et je vois beaucoup de déclarations de supporters ou des trucs où ils sont impitoyables. Haute lecture au résultat du sondage. Ça va pas être facile. Et on arrêtera là-dessus. C'est aussi peut-être qu'ils sont sceptiques sur la mentalité des joueurs lyonnais. C'est peut-être aussi la lecture de ce résultat. Non, mais c'était Bosz qui prenait dans la tronche. Ouais. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment un super technicien. Il faut qu'ils se remettent en question à un moment donné aussi. Les Lyonnais, oui. Bah oui, je pense, oui. S'ils en entraînent pas, c'est pareil. Mais messieurs, Pierre, à un moment, il y a quelque chose dans le football, il faut quand même un peu de talent. Et je suis pas sûr qu'ils en aient tant que ça en attaque. Ça fera un autre. On peut pas encore un peu là. Non, c'est terminé. On va parler d'un Lyonnais. Non, il marche pas. Je l'ai débranché. Ça ne sert à rien. Je l'ai débranché, Didier. Je l'ai débranché. Donc, est-ce que je peux le casser? Non. Ah bah si, ça sert à rien. C'est la pune plombe. J'appuie dessus pour la première fois. L'arme nucléaire qui marche pas. Donc je le casse. Comment ça se casse? S'il vous plaît, ne cassez pas le matériel. Donnez-moi un tournevis. Allez, on va y aller. On va passer maintenant. Je l'adore. Je l'aime comme ça. Sinon, ça serait pas Didier Roustan. On va parler d'un autre Lyonnais. Hein. C'est Karim Benzema qui a flambé pour le coup ce week-end. C'était le début de la Liga. Il a marqué un doublé face à Alaves. Et il y a un autre Français qui a été excellent. C'est Paul Pogba. Manchester United qui s'est imposé 5-1 face aux Leeds de Marcelo Bielsa. Et Pogba a donné non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 passes décisives. C'est fantastique. Alors la question, elle est simple, messieurs. Quel est le Français du week-end à l'étranger? Habillage à l'américaine. Eric Huette. Pogba. Paul Pogba. Bis. Pogba aussi pour Dave? Pierre? Ouais, Pogba, oui. Karim Benzema. Merci Dominique. Didier? Il n'y a pas un troisième qui s'est illustré? Non, Griezmann, on ne peut pas dire qu'il ait fait un grand match avec... Plutôt Pogba, ouais. 4 passes décisives dans un match, même s'il y avait des boulevards, c'est pas mal. Écoutez, je pense que c'est le rôle de sa vie, c'est ce qu'il aime être, c'est seul contre tous. Dominique, vous avez répondu Karim Benzema, pourquoi? Parce que ça ne s'arrête jamais. Pogba, la semaine prochaine, il va rater son match et vous serez tous là à le descendre comme d'habitude. Karim Benzema, c'est un Euro réussi malgré une équipe de France pas bonne. Il porte le Real, il était capitaine, il retrouve Carlo. En fait, il a 34 ans, 19 décembre 87. Il est au meilleur, il a eu très peu de préparation. Je crois qu'il a eu le Covid juste en revenant. Il est encore là. On dit toujours que le Real, c'est pas ça. Il n'y a pas Mbappé, que les 4 sont vieillissants. Bah lui, les 4 sont au bout vieillissants. Les Modric, les Casemiro, les Kroos.
Eh ben, il y en a un qui est vieillissant aussi, mais lui, ça se voit pas. Il est fantastique. Et encore une fois, ce qu'il y a de plus dur, c'est pas d'être bon, c'est de maintenir à être bon. Et lui, il maintient le fait d'être bon. Nous, on partage tous ce constat, mais on parle de ce week-end-là. Un doublé Benzema, c'est merveilleux parce qu'en plus, c'est dans la continuité. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais 4 passes décisives dans un match. Et voilà les passes décisives. Et les passes décisives, c'est pas des corners ou des choses comme ça. Toutes différentes. Il y a une grande variété. Exactement. Je dis pas que c'est pas bien. Non, un peu quand même, Dominique. Mais je trouve qu'il y a quelque chose au-delà même de remarquable. C'est unique puisque ça n'a jamais été fait par un joueur de Manchester en Première Ligue. C'est rarissime, 4 passes décisives. Et surtout ces passes-là. Parce que celle notamment qui donne là en profondeur. La troisième. Non, la troisième, c'est pas lui, je crois. Non, parce que moi je pense à Lindelof qui fait une super passe. Ouais, je parle sur Greenwood. Voilà, sur Greenwood, sur Greenwood en profondeur. Voilà, en profondeur avec l'effet qui revient vers lui. On avait souvent résumé la connexion Paul Pogba, Marcus Rashford. Oui. Là, il nous a prouvé vraiment qu'il pouvait avoir la même connexion avec Bruno Fernandes, avec Mason Greenwood ou bien avec Fred. Ça fait 5 ans qu'il est revenu à Manchester. Je trouve que chaque été, on l'envoie ailleurs. Surtout en 2018, en 2019, on lui promettait une autre destination. Encore cet été, on annonce éventuellement une venue au Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est très fort ce qu'il fait. Tu as raison, Dominique, Benzema, c'est super également. Tu as dit qu'il avait fait un très bon Euro. Je pense que Pogba aussi, il va mettre dans la catégorie de ceux qui ont fait un Euro plus qu'honorable, côté français. Et je trouve qu'il est encore sur sa lancée. Et c'est le côté rarissime, le quadruplé. Parce que finalement, le doublé de Benzema, on en a tellement l'habitude, c'est tous les dimanches quasiment. Un quadruplé. Oui, alors que Pogba, la semaine prochaine, comme il t'a dit, il va être minable, tout le monde va le casser. Non, mais c'est un joueur, moi, franchement, depuis qu'on le regarde. Allez-y, Pogba, c'est comme ça. Pendant le temps qu'on le voit jouer, à chaque fois. Profitons-en alors, parce qu'il en met 4. C'est pour ça que c'est ce que je retiens aujourd'hui par rapport au doublé. Non, mais depuis qu'il est à la Juve, franchement, il fait des passes qui sont incroyables. En fait, il n'y a que lui qui est capable de faire ces passes-là. Moi, je revois des passes à Mbappé ou à celle à Lucas Hernandez en équipe de France. Franchement, il fait des passes que personne voit. C'est ça qui est dingue. Et moi, il me bluffe parce qu'il a une facilité il est arrêté dans le jeu. Mais messieurs, il est arrêté, il fait des extérieurs de 40 mètres. Tu te dis, mais si toi tu le fais, tu te pètes un croisé. C'est surhumain ce qu'il fait comme passe. On est d'accord, Paul Pogba est un joueur merveilleux, mais est-ce que la prestation qu'il vient de faire, dans un rôle en plus de meneur de jeu excentré, il était un peu plus haut, en haut à gauche, est-ce que vous pensez que cette année, on peut avoir un Paul Pogba régulier en club, Dev ? Ce serait quasiment la première fois. Il l'a fait une fois à la Juve, ouais, pas tout le temps, mais il l'a fait. Ouais, il y a une ou deux saisons où il a été vraiment. Avec Pirlo et Vidal. Mais à Manchester, jamais. Alors bien sûr. Parce qu'il a souvent eu du tracas au niveau d'une cheville, qu'il a éloigné des terrains pendant longtemps. Il a rechuté en plus. C'est vrai, mais moi je mettrais pas ça que sur le physique parce que je pense que Pogba jusque-là, ça a surtout été un joueur de tournoi. Franchement, c'est surtout un joueur de phase finale. C'est un joueur qui sait se mobiliser sur un temps et te donner exactement ce dont tu as besoin. Typiquement, la Coupe du Monde 2018, dans un rôle un peu plus obscur, avec beaucoup plus de sobriété. C'était ce dont avait besoin l'équipe de France, c'était son identité, il l'avait fait, etc. Par contre, sur la régularité d'une saison, parfois il est rattrapé par le fait qu'il n'est pas toujours concerné sans le ballon. Voilà, ça c'est un problème dans l'équilibre d'équipe. Et d'ailleurs, pourquoi il s'est pas malgré son match XXL, certains observateurs anglais ont dit c'était très bien avec le ballon, mais un peu moins sans. Exactement. Pourquoi il ne fait pas partie des deux? Parce que Fred et McTominay donnent plus de garanties en termes de volume, d'impact, de récupération. Et cet aspect-là, parfois, du rôle de milieu, Pogba, parfois, ça l'intéresse pas. Alors après, si on le décharge un petit peu de ça et qu'on fait parler juste son talent... C'est peut-être parce qu'on a cherché longtemps son poste. Hein. Ah bah oui, même lui. Ouais. Il y en a plein qui disaient, bon, c'est pas ce qu'il joue, on sait pas ce qu'il joue. Ouais. Là, avec Lucho, qui prend quasiment le boulevard à chaque fois que lui rentre à l'intérieur. Dès qu'il rentre un peu à l'intérieur. McTominay avec Fred aussi, là, qui franchement, t'en tires le meilleur. Merci messieurs, c'est Paul Pogba qui a remporté ce round face à Benzema, mais j'annonce Benzema star de la Liga avec le départ de Messi. Quand même, à mon avis, ça ressemble. On est tous d'accord, vous l'avez pas dit. Merci Pierre Boubi. On va maintenant rejoindre Leroy. Avant, il était quoi avant d'être star de la Liga? Il était quoi? C'était une petite vedette de pacotille. Dominique, je suis en train de lancer Leroy. Réveillez-vous. Je suis en train de lancer Leroy. Vous voulez croquer de l'antenne à un jeune homme? Il est arrivé en 2009, ça fait 13 ans qu'il est là. Allez, on va voir tout de suite Leroy Cabella. Présentation à Monaco de Jean Lucas. Oui, c'était l'événement aujourd'hui à Monaco. C'était la présentation de Jean Lucas et de Myron Bouadou. Vous le voyez, à un jour du barrage aller de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk, Niko Kovac en a profité pour rappeler que les Ukrainiens sont les favoris. But they're favorites. But we are not here to say it's done. We are trying to achieve our goals, and our goal is clear. We want to go to the Champions League. Bon. Donc il dit que les Ukrainiens sont favoris. Et si je dis pas de bêtises, il y a bien du rouge dans le maillot de Monaco, non?
Effectivement. Oui, c'est ça. Et Dominique Sévrac a mangé le lancement de Leroy Cabella. Ah, et pas qu'un peu. Effectivement. Donc c'est un carton rouge. Prison pour Monsieur Sévrac. Leroy, il n'a pas mérité, Leroy. Allez, on enchaîne avec, pour le coup, on va arrêter de rigoler, une terrible nouvelle à Marseille avec le cambriolage de Luan Pérez. Oui, il s'ajoute à la longue liste des joueurs marseillais qui ont été cambriolés déjà dans l'histoire de l'OM. Le nouveau défenseur de l'Olympique de Marseille a constaté les faits en rentrant chez lui à 1h du matin, selon la Provence. Le préjudice est estimé à 20 millions d'euros. Et les domiciles des joueurs de l'Olympique de Marseille sont censés être surveillés, mais apparemment celui de Luan Pérez ne l'était pas. Alors, pas 20 millions d'euros. C'est 20 000, pas 20 millions d'euros. Oui, voilà, 20 millions d'euros, ça reste conséquent, ça reste violent. Il avait caché 4-5 joueurs, quoi. Bon, bref, allez, passons. On espère que tout ira bien pour Luan Pérez et sa famille. On va passer à N'Golo Kanté, Leroy, qui, selon un ancien grand défenseur de Chelsea, mérite le Ballon d'Or. Oui, c'est ce qu'il a déclaré dans une interview au Stadium Astro. C'est John Terry, l'ancien capitaine de Chelsea, qui lui rend hommage. Kanté, c'est 11 joueurs à lui tout seul. Tout ce qu'il fait passe sous les radars, mais c'est un joueur de top classe. J'adorerais le voir gagner le Ballon d'Or. Selon moi, il le mérite beaucoup plus. Est-ce que, messieurs, vous pensez que N'Golo Kanté mérite le Ballon d'Or cette année, Dave ? Son euro, alors collectivement, même lui d'ailleurs, il est pas brillant. Et puis l'équipe de France qui se prend les pieds dans le tapis en Suisse, dans une épreuve majeure de la saison, ça va peser à mon avis beaucoup trop lourd. C'est compliqué de récompenser l'euro d'N'Golo Kanté. Eric, même si aucun. Vous êtes en prison, monsieur Sévrac. Eric, je suis d'accord avec Dave. Un parcours beaucoup plus réussi de l'équipe de France. Tu vois, en demi, par exemple, tu vois, un truc. Lui aurait permis là, c'est trop juste, ouais. D'être grandissime favori. On va parce qu'après, en Ligue des Champions, il avait marqué beaucoup de points. Le meilleur joueur. Et on sait que par rapport à son poste, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup plus que celui qui l'aura. Je ne sais pas. Et le fait que Messi gagne la Copa América et toutes les retombées que ça a eu, ça lui donne a priori un temps d'avance. Maintenant, il reste plusieurs mois. Parce que à l'Euro, il n'y a pas un joueur aussi, si tu veux, qui t'a fait. Enfin, il y a eu des bons joueurs. Il est desservi par le fait que Jorginho gagne l'Euro et joue avec lui. Là, pour le coup, Jorginho qui gagne et l'Euro et machin. Mais on se souvient quand Varane a gagné la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Champions. Et il avait terminé 7e. Il a terminé 7e. Et dans des rôles défensifs. Voilà, c'est difficile. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça a fait débat. C'est le Barça qui s'est imposé avec un grand Memphis Depay, mon cher Leroy. Oui, un Memphis Depay déjà décisif pour sa première officielle avec le... Tu as remarqué qu'en Espagne, il y a très peu de public quand même dans le Nou Camp par rapport à nous, nos stades qui étaient archi remplis, à Bollard. Ça vous interpelle pas, ça? Ça m'a aussi surpris, oui. Bon, en tout cas, Memphis Depay qui a régalé pour ses débuts et le Barça qui s'est imposé. On va maintenant parler d'Evan Fournier qui a répondu à Jean-Michel Blanquer pour réformer le sport à l'école. Leroy, une lettre ouverte du basketteur des Knicks qui va s'engager avec New York dans les prochaines heures. Oui, alors l'histoire avait commencé sur Twitter quand Evan Fournier avait répondu au ministre pour lui dire que l'école n'avait en aucun cas contribué à la pratique du haut niveau. Il lui a encore répondu dans le Huffington Post avec cette déclaration. Monsieur le ministre, Paris accueillera les Jeux Olympiques 2024. Si beaucoup y voient une occasion de faire rayonner la France et sa capitale à travers le monde, ne serait-ce pas plutôt une formidable opportunité pour réformer le système français en proposant un accès plus important à la culture et au sport, à l'image de nos nombreux pays voisins? Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de réagir, mais je pense que ça méritera. C'est super qu'il dise ça. On en fera un thème dans les prochains jours dans l'équipe du soir, parce que c'est une très bonne parole d'Evan Fournier. Leroy, je crois que vous avez un peu de cyclisme avec le Tour de Limousin. Oui, c'est l'événement demain à 14h, le Tour de Limousin-Nouvelle-Aquitaine. On va prendre la direction de Limoges où nous attend Claire Bricoy, notre envoyée spéciale. Claire, l'événement demain, c'est le retour de Thibaut Pinot à la compétition et en clair sur la chaîne L'Équipe. Oui, on ne peut pas dire un peu de cyclisme, Giovanni. Ça ne va pas du tout. Bien sûr, c'est le retour de Thibaut Pinot. 116 jours demain que Thibaut Pinot n'aura pas recouru depuis le Tour des Alpes. C'était déjà sur la chaîne L'Équipe. Vous le savez, bien sûr, il avait été victime d'une grosse chute sur le dernier Tour de France. Depuis, il traîne des douleurs dorsales qui, semble-t-il, auraient disparu. Bien sûr que ça fait partie des interrogations. Ça fait aussi partie de l'interrogation de la course tout court. Thibaut Pinot qui sera donc de retour. C'est sa deuxième rentrée de la saison. On avait vécu la première en tout début d'année
d'année, au mois de février. Deuxième rentrée désormais avec pour lui l'objectif d'aller peut-être jusqu'aux grandes classiques italiennes. Il a remporté bien sûr le Tour de Lombardie il y a déjà 3 ans. Il vient toujours avec beaucoup d'envie, il vient comme un coureur neuf, ce sont ses propos. On peut donc l'attendre bien sûr jusqu'à vendredi sur le Tour du Limousin, d'autant qu'il vient avec une équipe très forte. Il y a également Valentin Madouas qui s'est imposé hier sur la Poly-Normande et qui sera là pour l'accompagner. Ce n'est pas tout, il y a d'autres Français également qui sont présents, avec Benoît Cosnefroy également. En clair, il faudra avoir les yeux rivés partout sur ce Tour de Limousin. C'est toujours une course où on se régale, une course à la bonification, ça se joue à 2-3 secondes à peu près. Et bien sûr, nous, on vous donnera tous les jours des nouvelles de Thibaut. Il sera d'ailleurs en plateau, Leroy, demain, en après-course, Thibaut Pinot avec nous et en direct dans Ça va frotter. Merci beaucoup Claire, c'était pas Leroy, mais c'est pas grave. Et désolé pour le un peu de vélo, on adore le vélo évidemment, du vélo, toujours plein de vélos. Suivez le cyclisme sur la chaîne L'Équipe. Alors là, c'est un débat particulier, parce que c'est un débat qui occupe l'esprit de tout le monde depuis un peu plus de 20 ans. Messi, Ronaldo, et Angel Di Maria a tranché. On l'écoute, l'Argentin du Paris Saint-Germain. On l'a vu à l'entraînement ce matin. La qualité et la quantité de joueurs dont le PSG dispose maintenant est incroyable. C'est même quelque chose d'unique. Cela n'arrive pas souvent dans les clubs et les grands joueurs veulent toujours évoluer avec les meilleurs. Il y avait une possibilité de signer Cristiano Ronaldo, étant donné qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Cristiano voudrait sûrement être là, mais le club a pris Messi. Et c'est bien mieux comme ça. Il n'y a pas été de main morte, hein. C'est pas Messi c'est mieux que Ronaldo, c'est Messi c'est beaucoup mieux que Cristiano Ronaldo. Petit habillage à l'américaine pour prendre la température de nos chroniqueurs. Alors d'accord ou pas d'accord avec Di Maria? Pas d'accord. Dave? Messi c'est un peu mieux. Messi c'est un peu mieux. Pierre? Je suis d'accord. Dominique? Il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup d'accord. Beaucoup mieux. Didier? C'est mal formulé, mais c'est pas bien grave, si tu veux. Il est argentin, il est coéquipier avec lui. Il a fait toutes les épopées. Déjà, dans les moins de 20 ans, Di Maria était avec lui, les Jeux Olympiques, etc. Et tout. Il préfère Messi, il est compatriote. C'est comme si, je sais pas moi... un Portugais, Sanchez, voilà, un Portugais, voilà, peut-être par Renato Sanchez. Il a joué avec lui. Il a gagné une Ligue des Champions au Real avec lui. Il a gagné la décima avec lui. Et encore plus que ça, Didier. Oui, mais enfin, c'est pas pareil quand même. Je veux dire, les relations qu'il a avec Messi et celles qu'il a avec Ronaldo. Ils ont le même agent. C'est que voilà. Ils ont le même agent qu'avec Cristiano Ronaldo, donc on peut penser qu'il a la bonne information. Pour l'avoir lu dans le Parisien. Je peux la confirmer. Alors Di Maria a été le témoin de mariage de Messi. Oui, non, mais donc forcément, il va pas dire, c'est un joueur d'appoint, c'est un petit. Quand je dis que c'est assez mal formulé, c'est que ça laisse entendre que c'est beaucoup mieux. Ronaldo, c'est. On a le droit de le penser aussi. Bien sûr. Relativisons parce qu'il a dit c'est bien mieux. Quand on écoute ce qu'il dit, il dit c'est bien mieux. Mais en revanche, juste Dominique, et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce que évidemment, il y a cette sortie un peu fracassante où il dit c'est beaucoup mieux. Mais l'autre information essentielle de cette prise de parole, c'est qu'il nous dit que Cristiano Ronaldo mourrait d'envie de venir au Paris Saint-Germain. C'est vrai, Dominique? Et c'est vrai, on l'a écrit. Ils ont le même agent, c'est Jorge Mendes, Di Maria et Cristiano Ronaldo. Donc il est doué en affaires, monsieur Mendes. On peut penser qu'il a la bonne information ou qu'il a lu le Parisien. Mais en tout cas, oui, Cristiano Ronaldo voulait venir effectivement au Paris Saint-Germain parce qu'il s'ennuie un peu à la Juventus, parce que voilà, c'était l'occasion de faire un dernier contrat et que les contrats au Paris Saint-Germain sont meilleurs qu'à la Juve, voire que partout ailleurs. Donc oui, effectivement. Mais après, pour revenir au débat, vous ne pouvez pas comparer la trace que va laisser dans l'histoire du sport et du foot Messi et la trace que va laisser Cristiano Ronaldo. Ça ne veut pas dire que Cristiano est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon joueur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une légende. Pour vous, il y a un vrai écart entre les deux. Mais le poids de l'histoire, de ce qu'aura fait Messi, à la fois dans le but, dans la passe, dans la transformation du jeu, et ce qu'aura fait Cristiano Ronaldo, mais lui purement... Alors, au début, il était lié, et après, il s'est recentré, il courait moins, il est devenu un attaquant peut-être, et sans doute le plus grand athlète au monde, parce qu'il a une préparation physique qui est hors norme, et qui scénarise sur ses réseaux sociaux, mais c'est très bien. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est pas bien, mais Messi va laisser une trace dans le sport et dans le foot qui est 1000 fois supérieure à celle de Cristiano. 1000 fois supérieure. Non, mais 1000 fois non. Mais là, en fait, le truc, c'est que quand on parle de Messi, on parle de quelqu'un qui est possiblement considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Possiblement. Ça peut être Pelé, ça peut être Maradona, ça peut être Messi. Mais en gros, mais ça, je veux dire, ça se joue avec les trois. Voilà, exactement. On met rarement Ronaldo. Voilà, exactement. Personne
À part vraiment les aficionados de la première heure, vraiment les. Il y en a beaucoup quand même. Oui, mais bien sûr. Vous avez raison de le préciser. C'est un super jeu. Mais ce que je parle de ceux qui ne sont pas partisans ou machin. Ceux qui sont plutôt neutres. Voilà, ils ne vont jamais envisager que Ronaldo est plus grand que Pelé, que Ronaldo est supérieur à Maradona. Si tu es neutre, non. Exactement. Donc, rien que dire ça, c'est quand même. Je rejoins Dominique là-dessus. En fait, bon, c'est le débat, tu te mets la moitié de la planète à dos, parce qu'en gros, le monde se divise en deux. C'est un peu comme Federer et Nadal, on a le droit d'aimer les deux, et moi j'aime les deux. Bien sûr. Il ne s'agit pas de dire... Oui, mais de dire... Oui, mais avec ces gens-là, si tu dis que tu préfères Messi, ils deviennent fous. En fait, et si tu dis que tu préfères Ronaldo, la trace que Messi a de plus, ça. parce que statistiquement, au niveau du palmarès, c'est qu'il a du génie. Que Ronaldo n'a pas. Et il n'y a qu'un ballon d'or de différence entre les deux. Il dit qu'il est 1000 fois meilleur, il n'y a qu'un ballon d'or. Non, 1000 fois, c'est très Mais si on terminera sur la notion de génie, puisqu'on va en accueillir un autre, c'est monsieur Éric Roy qui nous fait l'immense honneur d'être en plateau avec nous. Bonsoir Éric. Quel beau. Là, je suis au parloir. Là, excusez-moi. Bonsoir Éric. Quel bonheur d'être avec vous. Vous venez parce que ce soir, il y a un grand événement sur la chaîne L'Équipe. C'est la Coupe du Monde de foot volley. C'est absolument exceptionnel. Les meilleurs joueurs de la planète. Est-ce que, Éric, pour les gens, les non-initiés, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente le foot volley et qu'est-ce qu'est le foot volley? Le foot volley, alors au Brésil, ça représente, c'est très important parce que c'est le deuxième sport après le football. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que pendant les Jeux de Rio, ils l'avaient mis comme sport de démonstration. Voilà, c'est pour dire que c'était un sport qui compte beaucoup là-bas. Et c'est vrai que c'est un sport qui s'est développé à Antibes il y a maintenant quelques années et que depuis, on essaie de le développer avec quelques-uns de mes amis et associés. Donc voilà, on organise ce mondial depuis maintenant quelques années. On voit les images, c'est très spectaculaire. Les images, c'est très spectaculaire. C'est une véritable... C'est d'abord très physique, mais c'est également très technique. Et on le voit, il faut effectivement allier un peu toutes ces qualités pour pouvoir jouer au plus haut niveau. Pour pouvoir jouer au plus haut niveau, justement, au plus haut niveau. Alors, on a bien compris que le Brésil devait a priori dominer un peu ce sport, mais est-ce qu'il y a d'autres favoris? Vous pouvez nous décrire les joueurs frissons, les équipes frissons? C'est vrai que les Brésiliens font toujours figure de favoris. D'ailleurs, on invite chaque année les deux meilleures paires brésiliennes, enfin ceux qui sont champions en titre, et puis les premiers au ranking, parce que chaque année ça change aussi. Il y a des paires il faut savoir que c'est un sport qui se joue à deux, donc c'est des paires. Et c'est vrai qu'après, il y a des Sud-Américains qui sont très forts, notamment les Paraguayens, qui jouent un foot volley un petit peu différent, beaucoup plus stratégique, moins physique, on va dire. Les Paraguayens, donc, notamment, avaient battu les Brésiliens aux Jeux de Rio en démonstration. Donc ça avait été une grande surprise là-bas et ça avait été quelque part pour les Brésiliens un affront. Et c'est vrai que derrière, il y a des Argentins qui étaient là, invités cette année. Alors je regarde mon ami Didier, parce que je sais que lui, l'Argentine, il aime bien. important pour lui. Donc, mais le Brésil aussi. Il y avait des équipes, une équipe américaine, et puis après, il y avait les meilleures nations européennes qui ont tendance aujourd'hui à combler un petit peu leur retard, notamment les Israéliens, les Espagnols, les Italiens. Et la France. Qui ont des équipes très fortes. Roger la France. Et la France. Roger, ouais, parce que Didier connaît très bien. Étant de Cannes, il a connu aussi l'essor du foot volley, justement, qui était à Antibes. Donc Roger, qui était un des anciens grands joueurs français, puisqu'à l'international et tout ça, a joué beaucoup au foot volley et ça a été un des pionniers, justement, qui a lancé. Jusqu'à très tard. En tout cas, Eric, qui serait meilleur, Cristiano Ronaldo ou Messi, foot volley? Messi, je pense qu'il aurait un peu plus de mal. En tout cas, c'est un événement à ne pas manquer ce soir sur la chaîne L'Équipe, le foot volley en direct. Profitez bien avec Éric Roy et Tanguy Le Sévillier aux commentaires. Restez bien sur la chaîne L'Équipe. On va dire au revoir à Leroy Cabella parce qu'il a des cadeaux pour vous. Leroy, c'est à vous. Ah, mais pour mes biceps, ça va être gentil. Leroy, moi aussi j'ai des cadeaux. Regardez, c'est Téboreur qui a gagné le maillot du Nîmes Olympique. Donc c'est Téboreur qui le remporte. On l'enverra dans la semaine. Merci beaucoup Leroy. Passez une excellente soirée sur la chaîne L'Équipe avec le foot volley. C'est spectaculaire, il y a des grands joueurs. C'est formidable. À demain dans l'Équipe du soir. Quelques